Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette édition 2025 de la conférence du Master Développement Industriel de l'Université Côte d'Azur. Alors, je me présente, je m'appelle Roxane Leclerc et je suis cette formation en Master 2 en alternance chez Amadeus. Chez Amadeus, je suis conseillère financière et j'accompagne les commerciaux et les project managers à répondre à des appels d'offres. Avec moi aujourd'hui, Samtou Kerebor. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Samtou Kerebor. Je suis également étudiant du Master 2 et en alternant chez ST Microelectronics dans le service qualité. Donc, la plupart de mes fonctions sont liées à Power BI et au reporting aux données et je suis en support à mon équipe. Voilà. Et moi et Roxane avons le plaisir de présenter cette conférence. Merci. Alors, nous souhaitons remercier l'ensemble des participants. Bon, il en manque deux qui vont venir, dont un qui est en visio. Mais également, nous souhaitons vous remercier, vous, d'être présents ici aujourd'hui. Nous tenons à remercier également le GREDEC, qui est le groupe de recherche en économie et droit, qui est rattaché au CNRS, car il nous laisse aujourd'hui à disposition ce grand amphithéâtre bien lumineux et aussi nous laisse à disposition des équipements qui nous permettent de pouvoir organiser cette conférence dans de bonnes conditions. Alors, le thème de la conférence cette année, c'est collecter et exploiter les données en entreprise entre opportunités et responsabilités. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce matin des experts dans leur domaine qui essaieront tout au long de cette conférence de nous édifier et de donner des informations importantes par rapport à ce sujet-là. Merci. Alors, comme vous le savez, les données sont un atout stratégique pour toutes les entreprises dans tous les secteurs, que ce soit dans l'industrie, la pharmacie ou bien n'importe. Les données sont utilisées afin de mieux visualiser du suivi de projet, afin de comprendre des comportements humains, ou même comment est-ce qu'on achète certaines choses. Enfin bref, les données, comme on l'a compris, sont très importantes, et c'est pour ça alors qu'il faut les exploiter à bon escient. Selon une étude réalisée par McKinsey, une entreprise qui est capable et qui est capable de bien utiliser ces données est capable d'augmenter sa productivité entre 20 et 30%. Ce sont des chiffres qu'il ne faut pas négliger. Et aujourd'hui, nous allons comprendre comment est-ce qu'on peut collecter ces données et comment les utiliser. Sans plus tarder, je déclare ouverte la session 2025 de la conférence du Master en développement industriel. Merci. Alors, nous avons un programme qui est assez complet avec 4 intervenants très intéressants et qui travaillent dans divers secteurs. En premier temps, nous allons accueillir Julie Charpenay, qui est maîtresse de conférences en droit privé à l'Université Côte d'Azur. Elle nous présentera comment transformer la responsabilité des entreprises en matière de protection des données en une opportunité. La place est à vous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette belle conférence, les organisateurs étudiants et les responsables de formation. C'est une très belle conférence. Merci de m'avoir invitée. Donc, effectivement, je suis Julie Charpenay, je suis maîtresse de conférence à la faculté de droit. Donc, je suis juriste et je viens vous embêter avec la protection des données. Alors, j'espère que non, je ne vous embêterai pas trop. En tout cas, c'est le rôle que je me suis fixé aujourd'hui, c'est d'essayer de démontrer que l'on peut voir dans la protection des données que l'on conçoit généralement comme une contrainte, mais en réalité comme un levier, comme une opportunité. Donc, voilà un petit peu l'objet de cette intervention. Voilà. Donc, de cette intervention que je vais essayer de faire très courte, malgré tous les enjeux qui sont sous-jacents à cette thématique. Donc, ne m'en voulez pas si je ne suis pas exhaustive. L'idée, c'est vraiment de dresser un panorama assez général. Alors, en guise d'introduction, je vous le disais à l'instant, il s'agit vraiment d'envisager la protection des données comme une opportunité. Alors avant toute chose, je suis juriste, je définis mes termes. Qu'est-ce que c'est que la protection des données? Le droit à la protection des données, j'imagine que dans votre esprit, ça résonne immédiatement comme
le règlement général à la protection des données en particulier, mais on a en réalité tout un arsenal législatif qui couvre la matière de la protection des données. Nous avons des textes européens qui se multiplient. On parle beaucoup en ce moment du Data Act, du Data Governance Act, qui ont trait aux données non personnelles, contrairement au RGPD, qui, lui, a la vocation de protéger les données dites personnelles, c'est-à-dire celles qui nous identifient. Donc, la protection des données s'intensifie et les entreprises en prennent de plus en plus conscience, essayent de prendre leur partie de ces nouvelles contraintes, des nouvelles obligations qui pèsent sur elles. Mais on a aussi des dispositifs nationaux. C'est là où les choses se compliquent un petit peu. Donc, sans rentrer dans les détails, simplement, je vais circonscrire mon propos au RGPD et à ce qui concerne davantage les entreprises, le Data Act. Donc, concevoir cet arsenal législatif comme un levier, c'est d'abord concevoir l'arsenal législatif de la protection des données comme un levier de confiance et de différenciation. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une bonne gestion juridique des données, parce qu'il y a la gestion industrielle, l'exploitation, qui est très bien, mais quand vous avez une véritable gestion juridique des données, vous allez également pouvoir en faire un argument commercial, un argument business. Pourquoi? Eh ben, on le verra tout à l'heure, mais en tout état de cause, il faut vraiment le voir comme un avantage stratégique et non pas simplement comme une contrainte, une responsabilité lourde qui s'abat sur les entreprises, qui coûte cher et qui est particulièrement chronophage pour les ressources humaines. J'ai décidé d'articuler cette intervention en 3 parties. Première partie, concevoir la protection des données personnelles comme une opportunité business. Deuxième partie, concevoir la protection des données non personnelles comme un vecteur d'innovation. Et enfin, troisième partie, quelques clés pour passer de la conformité au droit à la protection des données à la valeur ajoutée. Alors d'abord, en matière de données personnelles, c'est ce que... Ah oui, mon Dieu, pardon. Et oui, non, mais je switch sur mon écran, mais forcément, ce n'est pas validé. Donc, effectivement, le RGPD, c'est la protection des données personnelles. Les données qui nous concernent tous et tous, les données qui permettent de nous identifier. Les objectifs du RGPD sont multiples. Il y a évidemment, en premier lieu, l'idée de responsabiliser. Responsabiliser les entreprises sur l'usage des données. À ce titre, responsabiliser, ça sonne comme une contrainte. On s'entend sur ce point. Mais en contrepartie, l'objectif, c'est de protéger la vie privée et les droits des citoyens. Déjà, on peut se dire que c'est une contrainte relativement vertueuse. Il y a également l'idée d'unifier les réglementations au sein de l'Union européenne pour éviter le maillage législatif que je vous décrivais à l'instant et d'essayer de simplifier la vie des entreprises pour une meilleure conformité. Une conformité en tout cas plus simple. Puisque, je le rappelle, en France, par exemple, la loi informatique et liberté existait bien avant le RGPD, qui date de 2018, dans son entrée en vigueur date de 2018, alors que la loi informatique et liberté, elle a plus de 30 ans. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à unifier. Ensuite, il y a l'objectif de renforcer la transparence et la sécurité des données. Alors là, c'est un point positif pour les citoyens que nous sommes, pour les personnes concernées par les traitements de données, mais c'est aussi particulièrement vertueux pour les entreprises qui vont devoir effectivement assurer cette transparence et cette sécurité pour leurs biens également. La sécurité des données est un point tout de même très important. Donc, à partir de ce constat-là, on voit qu'il y a à la fois une contrainte, cette responsabilité, ces nouvelles obligations, mais éventuellement des opportunités. Je voudrais m'arrêter sur la première opportunité qui est d'être le levier de confiance. Le levier de confiance, c'est... pardon, c'est bon, on est bon. Le levier de confiance, c'est l'idée d'avoir la confiance des utilisateurs.
la confiance des clients, la confiance des partenaires et la confiance des investisseurs. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on a une bonne protection des données, on est censé protéger les droits des personnes concernées et donc qui peuvent être les utilisateurs de nos plateformes ou bien les clients de notre société, mais également la confiance des partenaires et on le verra dans un instant. Donc effectivement, l'idée reçue que le RGPD est une charge lourde, elle est vraie, on ne va pas se mentir. Le RGPD, c'est des audits réguliers, c'est éventuellement de la ressource humaine, c'est de la ressource temps. Ça se chiffre très haut. On est d'accord là-dessus, on ne peut pas le nier. En revanche, cela peut être valorisé du point de vue d'un levier de différenciation, mais surtout donc de l'amélioration de la confiance client et de la réputation, puisqu'on a désormais un vrai risque réputationnel concernant la protection des données. Vous le voyez, hein, Apple fait régulièrement valoir sa protection des données pour attirer des clients, alors que ce soit, je ne veux pas faire la moue, que ce soit vrai ou faux, en tout cas, il le tourne comme un avantage marketing, et c'est loin d'être le seul. On a également la possibilité de faciliter la mise en conformité lors des levées de fonds. Point très important pour les startups qui ont à manipuler des données, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, où les données peuvent être un véritable point bloquant. Et enfin, il y a à renforcer, et donc c'est là où je vous disais, renforcer la confiance des investisseurs, ok, mais la confiance aussi des partenaires, c'est parce qu'on va avoir à renforcer la confiance dans la relation avec les partenaires, notamment de grands groupes. Si vous êtes une start-up, vous aurez peut-être tout intérêt d'avoir comme clients des grands groupes qui, eux, ont une politique de protection des données assez conséquente. Alors, avant de passer à mon attention, que vous venez de voir s'afficher au tableau, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que faciliter la mise en conformité lors d'un audit pour le levée de fonds, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe un petit peu une levée de fonds, c'est des avocats notamment qui se mettent autour d'une table avec les avocats de la cible et les avocats de l'investisseur et qui vont mettre à plat tout le fonctionnement de l'entreprise. Le fonctionnement de l'entreprise qui va toucher absolument tous les domaines. Donc, on va revoir tous les contrats, on va revoir toute la partie droit des sociétés, propriété intellectuelle, etc. Et on va revoir un grand pan désormais qui est le RGPD, l'application du RGPD et des autres dispositions en matière de protection des données. Ce que vont faire les avocats, c'est qu'ils vont analyser les risques, essayer de quantifier les risques pour les investisseurs. Et il s'avère qu'en matière d'intelligence artificielle, c'est un point qui peut être très important. Si pendant la durée de vie de la start-up, rien n'a été fait en matière de conformité des données, eh bien, le risque va être très élevé pour l'investisseur puisque c'est à lui de prendre la charge, notamment financière, de la mise en conformité de la start-up. Et là, ça risque de poser problème puisque c'est effectivement quelque chose qui va coûter assez cher. Donc, pour ma part, j'ai eu l'occasion de mener certains audits dans des startups de Sophia Antipolis, des startups très très prometteuses, particulièrement viables sur tout un tas d'aspects. Mais ce qui a bloqué les investisseurs, c'est la partie protection des données. Donc, c'est quand même assez dommage d'en arriver là. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut aussi considérer la protection des données comme un vecteur, une opportunité de différenciation, parce que si je m'adresse aux étudiants qui sont là, si vous êtes clean en matière de protection des données, eh ben, vous allez attirer les investisseurs. Donc, si demain, vous voulez monter une start-up, c'est un message que je souhaite vous faire passer parce que c'est quand même assez dommageable de passer à côté. Après, quand je vous parlais de la relation partenaire et grand groupe, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous ai précisé, généralement, les grands groupes sont dans le viseur des autorités de contrôle. En France, on a la CNIL. Vous avez déjà dû en entendre parler certainement. Ces grands
groupes sont quant à eux, C'est normal. très bien. Ah oui. Si c'est normal. Est-ce que j'attends pour la personne qui est à distance? Après, j'ai l'impression que Donc, on va reprendre après cette interview technique. Donc, je vous disais, les grands acteurs, les grands groupes sont dans le viseur des autorités de contrôle. En tout cas, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on voit que les choses changent et que même les plus petites entreprises deviennent dans le viseur. En tout état de cause, ce qui est intéressant de constater, c'est que les grands groupes ont vraiment mené de gros efforts en matière de protection des données. Et maintenant, quand ils cherchent des sous-traitants, notamment de plus petites entreprises qui vont avoir à gérer leurs données, eh bien, ils vont être très attentifs à leur protection des données, à la gestion de la protection des données. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que sur un certain nombre d'obligations, ils vont être responsables du fait de leurs sous-traitants. Donc, pour ne pas engager leur propre responsabilité, ils doivent être particulièrement rigoureux et regardant sur la protection des données des plus petites entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on voit une tendance s'accroître ces dernières années, qui est de faire passer des questionnaires particulièrement lourds, pour justement essayer d'évaluer la conformité au droit de la protection des données des petites entreprises. Et donc, ça devient ici un avantage commercial parce que le fait de s'astreindre déjà à remplir ces questionnaires qui sont particulièrement fastidieux, mais également le fait d'avoir une bonne conformité à la protection des données, conforte le grand groupe à vous prendre comme sous-traitant. Et donc, ça vous permet d'élaborer, d'élargir votre clientèle. Pour vous donner un exemple concret, j'ai travaillé également pour une entreprise qui était une petite start-up, une start-up niçoise, une vingtaine de salariés, et qui a fait le choix, qui a pris le parti d'être d'une conformité irréprochable en matière de protection des données. Et grâce à ça, elle a réussi, alors qu'elle n'était pas du tout en lead sur son marché, elle a réussi à capter des grands groupes comme LVMH, comme Ikea, comme Carrefour, alors même qu'elle était finalement outsider sur le marché. Et c'est vraiment le levier de la protection des données qui a fait la différence. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'on peut avoir vraiment cette protection des données comme un levier de confiance et plus encore comme un levier business. Et puis après, donc on avait la question du levier de confiance des utilisateurs. Et là, c'est là où intervient mon petit attention. Attention tout de même au privacy washing. On le voit très bien, des entreprises qui ont vocation à transférer leurs données en dehors de l'Union européenne doivent se munir d'un cadre, puisque les entreprises en dehors de l'Union européenne ne sont pas soumises au RGPD, à moins d'être astreintes à des contrats, par exemple, ou à des guidelines, ou à des codes de conduite. C'est comme ça que la norme du RGPD va sortir des frontières de l'Europe et va s'appliquer en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est une contrainte pour les entreprises européennes que de se munir de tels outils. Et ces outils, on en a toute une panoplie. Et alors, ce qu'on remarque, et ce qui est très frappant, c'est de voir que les entreprises préfèrent, comme de par hasard, les outils qui sont visibles. C'est-à-dire les outils
qui vont être rendus publics. Si vous voulez un ordre d'idées, on a 3 outils essentiels et on a 2 de ces 3 outils qui sont privés, c'est-à-dire qu'on a des contrats ou ce qu'on va appeler des BCR, des Binding Corporate Rules, mais qui sont à l'échelle du groupe d'entreprises. Et ceux-là, ils ont un accès restreint. On ne peut pas y accéder en tant qu'utilisateur. Et donc, ce qu'on remarque dans la pratique, selon les statistiques, c'est que c'est au contraire les codes de conduite qui, eux, sont publics, qui vont être affichés comme un argument marketing en disant, bah voilà, nous, on a une politique de protection des données, on ne s'en cache pas, les transferts de données en dehors de l'Union européenne sont garantis, etc. Et cette tendance au privacy washing est assez conséquent et donc c'est important aussi d'avoir en tête qu'il faut le manier avec prudence. Ça peut être un point réputationnel important, mais à manier avec prudence parce que il s'avère qu'il y a une vraie faille, le risque juridique va augmenter et le risque réputationnel surtout va augmenter d'autant. Donc la solution, c'est la transparence et les solutions concrètes. Très rapidement, le Data Act, ça va concerner les données non personnelles. Ce Data Act, c'est un règlement européen du 13 décembre 2023 qui vise à faciliter le partage des données non personnelles. Ce partage des données va permettre d'encourager l'innovation et va permettre également d'engager une meilleure concurrence pour un meilleur bien-être du consommateur. À ce titre-là, on le voit comme une véritable opportunité, même si encore une fois, on a des contraintes, puisqu'il va y avoir par exemple des obligations de partage en dehors du secret des affaires et un cadre particulier. Ne paniquez pas, j'ai fini. Donc, pourquoi est-ce que c'est une opportunité? Eh bien, parce que ça va permettre le développement de nouveaux services basés sur les données. Ça va permettre donc de nouveaux services basés sur les données, une ouverture du marché à plus de concurrence, des accès facilités aux données de tous les objets connectés, c'est vraiment ça l'idée, de manière à ce que les utilisateurs reprennent la main sur les données, mais également que les entreprises puissent mettre en commun ces données pour éventuellement créer de nouveaux business models. Et également, ça va viser à garantir une meilleure innovation et, on l'espère, une meilleure souveraineté technologique. Pour finir, quelques clés, je vais y arriver, sur la dernière slide, j'arrive. Quelques clés pour passer de la conformité à la valeur ajoutée, eh bien, c'est d'essayer de concevoir la protection des données dès la conception des business models, dès la conception des outils, dès la conception des objets connectés. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. C'est également prendre un soin tout particulier quant à la réponse au questionnaire que les grands groupes envoient, en tout cas que les responsables de traitement envoient, ne pas hésiter dans cette tâche qui est particulièrement fastidieuse de se faire assister par des professionnels, que ce soit des entreprises de conformité qui se développent de plus en plus ou des avocats, se faire auditer également régulièrement. Ça, c'est un point très important pour des audits en matière de protection des données, mais aussi en matière de cybersécurité, notamment pour permettre d'avoir un suivi et éviter les risques en matière de levée de fonds si l'objectif est celui-ci pour la start-up. Et enfin, il y a également les politiques de confidentialité qui sont un petit peu la vitrine de la protection des données, qui sont à optimiser dans le sens où il faut vraiment tout mettre dans la politique de confidentialité, en tout cas mettre le maximum, ce qui d'une part dissuadera la CNIL de venir vous chercher des poux, d'autre part permettra de gagner finalement cette confiance des utilisateurs, même si on n'est pas dupe, personne ne lit ces politiques de confidentialité. En tout état de cause, n'hésitez pas à vous faire assister par des professionnels, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose certes coûteux, mais qui en vaut la peine. Et il y a 5 ans de cela, un étudiant m'avait demandé, Madame, je ne sais pas comment trouver les arguments pour justifier mon poste en alternance. À chaque fois, on me dit, oui, mais ça va me coûter trop cher. Et ben, au final, j'espère avoir
répondu à sa question aujourd'hui et peut-être répondu à quelques de vos questions. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très enrichissante et complète. On a le temps juste pour une seule question. Si vous en avez une ou deux, il y en a? Une question? Bonjour. D'abord, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question en fait. Étant donné des réglementations propres à chaque pays, y a-t-il pas une difficulté d'harmoniser en fait l'application du RGPD à l'échelle internationale? Alors, il y a des dispositions, enfin des textes nationaux qui s'appliquent lorsque le RGPD ne prévoit pas ce sur quoi il s'applique. Par exemple, typiquement, le RGPD ne prévoit pas ce qu'il en est des données personnelles des personnes décédées. Et donc, dans ces cas-là, renvoie au droit national. Mais l'objectif du RGPD, c'est vraiment d'unifier de manière à ce que ce soit le cadre de base à l'échelle de l'Union européenne. Et après, en ce qui concerne l'exportation du modèle RGPD en dehors de l'Europe, c'est ce qui est fait à partir des outils dont je vous parlais pour le transfert. Donc, on a ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit européen de la protection des données. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en œuvre. Après, pour ce qui est d'une application mondiale du RGPD, en dehors de ces cas, on en est quand même très loin, bien que le RGPD a été pionnier et donc sert de modèle pour beaucoup de juridictions. On l'a vu au Canada. Le Canada s'arme de législations qui sont très empreintes du RGPD, les États-Unis dans certains États également. On a également Monaco là, qui revoit sa loi à la lumière du RGPD. Donc finalement, il y a un phénomène de ruissellement ou d'influence qui permet de garantir, on va dire, l'application du RGPD et qui permet presque, oui, d'avoir une application mondiale du RGPD. Mais de là à ce que tous les États se mettent autour de la table et se disent on va adopter le RGPD, on en est encore loin. C'était la seule question. Je pense qu'on n'a pas le temps. Si vous avez d'autres questions, peut-être. Oui, moi j'ai Oui. Merci. Bonjour. Où peut-on trouver une liste des auditeurs RGPD ou des avocats spécialisés justement en RGPD? Parce que il y a quelques années, il y a une entreprise qui m'avait demandé justement un conseil par rapport à ça. Et je connaissais quelqu'un qui effectuait ce genre de démarche. Mais est-ce qu'il existe une liste officielle comme différentes listes que l'on peut trouver sur les sites publics? Oui, alors vous avez une liste officielle sur le site de la CNIL. Merci. Vous avez une liste officielle sur le site de la CNIL qui concerne les DPO externes. Les DPO qui sont les Data Protection Officers et donc qui ont cette vocation à conseiller les entreprises sur leur politique, leur gouvernance de données personnelles. Donc eux, ils ont passé une certification et donc ils sont référencés sur le site de la CNIL. Après, pour ce qui est des entreprises, bon, bah, généralement, ça va être de grosses entreprises de conseil ou de plus petites entreprises de conseil. Je pense notamment à OnePoint. Qui peut faire l'affaire. Et sinon, les avocats, en fait, c'est des avocats en nouvelles technologies. On en a un certain nombre, mais il n'y a pas un référentiel particulier. En tout état de cause, si vous tapez sur Google avocat numérique, généralement, vous avez quelques résultats. Sur la place niçoise, vous avez le cabinet, sans faire de pub, mais vous avez le cabinet Caprioli, par exemple. Vous avez le cabinet Askesis, puis voilà, c'est à peu près l'essentiel. En tout cas, en termes de gros cabinets, mais il n'y a pas de base de données référençant ces avocats-là. Merci. Alors, nous allons sans plus attendre euh, aller vers la deuxième présentation. Et je tiens à préciser que
Exceptionnellement, notre deuxième intervenant sera en distanciel. Il s'agit de Romain Clément, qui est spécialisé dans le traitement des données biomédicales. Donc, je laisserai la place à monsieur Romain Clément. Alors, Romain Clément, pour votre information, était censé être ici parmi nous, sauf qu'à la dernière minute, il a eu un empêchement. Donc, on a réussi à s'adapter. Et donc, il sera ici en visio aujourd'hui. Donc, Bonjour. sur le plan logistique, est-ce que vous pouvez venir nous aider? Ou tout est bon? Est-ce que vous réussissez à nous entendre? Oui. Parfait. Par contre, j'ai un très très gros écho, donc je vais peut-être couper le son que j'ai. Et comme ça, je vais. Ah, c'est bon, je l'ai plus. Vous m'entendez toujours bien? Oui, c'est bon. Ah, moi, je vous entends plus du tout. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, c'est bon, je vous entends. Le micro, je crois. Ok, bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, Oui. bon. Écoutez, voilà, premièrement, merci beaucoup de me recevoir pour cette conférence. À nouveau navré, effectivement, de ne pas avoir pu me déplacer. J'ai eu effectivement un empêchement de dernière minute qui m'a tenu éloigné. Cependant, c'était un plaisir et un honneur de pouvoir voilà, présenter une partie de notre expertise, de ce qu'on fait, et en particulier de pouvoir discuter de l'utilisation des données dans le domaine de la santé. C'est un peu notre spécialité. Donc moi, je suis le CEO et cofondateur de la société qui s'appelle Arca Science. C'est une société qui a 6 ans et on est spécialisé, nous, dans le domaine de l'entraînement et le développement de modèles d'intelligence artificielle. On en a entraîné 24 qui ont pour objectif de faire de l'anticipation, de la prédiction de potentiel de médicaments dans le cadre du développement clinique. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de concrètement qu'est-ce que ça veut dire de collecter des données, qu'est-ce que ça veut dire en fait tout simplement, enfin plutôt d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en 2000, enfin plutôt 20 mars 2025, il y a beaucoup de choses qui évoluent et je suis là pour vous un peu vous dresser un petit peu le paysage de ces technologies, que vous sachiez où on se situe aujourd'hui, qu'ensuite vous ayez un bon point de départ afin de pouvoir continuer à vous informer. C'est important ce point-là parce que faut garder en tête que une partie, je vais dire à peu près 10% de ce que je vais dire, vont être périmés à peu près chaque semaine. Donc d'ici 2 mois et demi, ce que j'ai dit ne vaudra plus grand-chose. Historiquement, la base sera toujours là. Vous aurez toujours les éléments logiques, mais cependant, il y aura beaucoup d'autres choses qui seront arrivées au-dessus, des meilleures infrastructures, des meilleures logiques. Et puis évidemment, ce que vous avez vu juste avant au niveau du droit s'appliquera différemment, hein, on va dire opérationnellement à ces nouvelles technologies. Puisque vous avez certainement dû constater que l'état de fait précède l'état de droit désormais depuis maintenant quelques années. Et que voilà, on s'adapte au fur et à mesure de ce qui est proposé. Voilà, je vais avancer. Vous avez ici mes contacts si vous souhaitez en discuter un petit peu par la suite. Les slides, à mon avis, vous seront communiqués. Alors, pour être en capacité de pouvoir vous présenter cet environnement, cet écosystème, pour moi, c'est important de contextualiser avec des choses concrètes. Le plus concret pour moi, c'est évidemment ce que nous faisons, donc l'évaluation du bénéfice-risque. Le bénéfice-risque, je pense que pour plein de personnes, ça parle, hein. Le concept est transversal à beaucoup d'industries, hein. C'est quel est l'intérêt que j'ai à prendre ce médicament-là au regard de ce qu'il peut me coûter physiquement. Et à l'efficacité qu'il peut m'apporter. Également, point supplémentaire, l'ensemble de ces slides sont en anglais, parce que clairement, dans le domaine de l'IA, tout est en anglais. Donc, c'est important de pouvoir présenter l'information dans son cadre original, parce que ne serait-ce que pour l'expression de certains critères, de certains frameworks, de certains concepts clés, ils sont aujourd'hui disponibles quasiment que en anglais. On va pas vous parler de modèles de langue, de modèles langagiers vastes, hein. On va vous parler de Large Language Model, par exemple, LLM, etc., etc.
Donc concrètement, très rapidement, comment ces IA-là peuvent permettre de transformer quoi que ce soit en fait dans la vie réelle, hein, enfin, de s'appliquer à des cas réels et surtout analyser des gros ensembles de données pour prendre des décisions. Et en fait, ça c'est le cas de base, le cas d'usage de base de n'importe quelle intelligence artificielle, c'est de se référer à des très gros ensembles de données pour pouvoir émettre des prédictions et ensuite prendre des décisions. Quel impact ils peuvent avoir dans n'importe quelle industrie. Ici, on parle d'accélérer le développement, on va parler d'accélérer la prise de décision ou d'accélérer l'analyse de certains critères clés dans d'autres industries, d'arriver sur un élément de personnalisation, et ça aussi, c'est l'un des points sur lequel l'intelligence artificielle est très forte, c'est de pouvoir permettre de augmenter le niveau de granularité de toute analyse et de toute classification afin que bah voilà, typiquement, je pense que dans le domaine, par exemple, des traitements contre le cancer, bah, ça devient clé, ça devient de plus en plus important et urgent de pouvoir améliorer, augmenter la personnalisation des traitements afin qu'ils puissent s'adapter beaucoup mieux aux patients. Vous êtes peut-être certainement pas sans savoir, et pour certains d'entre vous, peut-être un peu plus personnellement, que un traitement contre le cancer, une chimio, ce genre de choses, sont des traitements qui sont assez durs, assez lourds à supporter, et que c'est un enjeu clé de personnaliser ces traitements. Et améliorer la safety, c'est améliorer bah, simplement les risques que prennent et qu'encourent les personnes qui utilisent ces médicaments ou les risques qu'encourent les personnes qui utilisent les modèles. Voilà, donc je vais faire un overview concret des technologies qui existent, avec cet objectif, encore une fois, de analyser des gros ensembles de données et produire des réponses. Et puis ensuite, bah, au fur et à mesure, je vais vous apporter des éléments concrets de contextualisation sur ces technologies-là. Alors, on a trois technos clés qui sont les LLM, les EM et les LCM. Les LLM, bon, clairement, vous êtes tous en connaissance normalement de cette technologie-là, c'est des large language models, c'est ceux qui sont à la racine de ChatGPT et compagnie. D'accord? Ces LLM sont basés sur une technologie qui s'appelle Transformer, et c'est une technologie qui a été créée par Google, en partie également par l'INRIA de Paris, hein. Cocorico, bravo la France. Donc, c'est eux qui permettent de pouvoir faire des chats. Voilà. On va voir un peu les intérêts, les limites de ces technos et comment ils intègrent la donnée. Ensuite, on va voir les ensemble models. Les ensemble models vont être des technos qui vont être beaucoup plus industriels, qui vont en fait impacter plusieurs modèles d'IA, qui vont avoir chacun une fonction très précise afin de résoudre une équation, enfin, afin d'accomplir une tâche très précise et prédéterminée. Aujourd'hui, les ensemble models sont ceux qui sont les plus utilisés, ou en tout cas les modèles qui sont dans les ensemble models, qu'on appelle des modèles, on va dire, réguliers, sont ceux qui sont les plus utilisés dans l'industrie, ceux sur lesquels on peut avoir confiance. Et donc là, vous avez déjà un terme clé par rapport à cette présentation, qui est la confiance qu'on peut accorder à ces modèles. Et enfin, vous avez les large concept models qui sont beaucoup plus récents, qui ont été publiés notamment, enfin le premier LCM a été publié en décembre de l'année dernière par Meta, et qui a la vocation de réfléchir comme un humain et non pas comme un ordinateur. Donc c'est une technologie très récente et on va un petit peu s'attarder dessus. Alors, les LLM, encore une fois, c'est comme les ChatGPT et compagnie, ils vont traiter l'information mot à mot. C'est des modèles qui vont absorber énormément de données et qui vont le faire parfois de manière totalement illégale, hein. Vous avez une intervention auparavant sur le droit, eh bien, sachez que la plupart des LLM aujourd'hui se soucient peu de la problématique de leur dataset d'entraînement et de sa provenance, de la même manière que culturellement, hein, dans l'attitude de Google, on pratique beaucoup plus le opt-out que l'opt-in, c'est-à-dire on va beaucoup plus inciter les personnes à signaler leur souhait de sortir d'un contrat qui est tacitement conclu entre l'utilisateur et l'industriel que de valider sa participation à ce contrat. Eh bien là, pour les entraînements, c'est un peu la même chose, hein. Ils sont dans l'illégalité, hein, la plus totale, en plutôt motivant les personnes qui ont par exemple des livres propriétaires qui peuvent se retrouver dans le dataset d'entraînement d'un modèle à manifester leur désaccord. Et donc à dire, je veux que voilà, que mon livre, par exemple, soit retiré du dataset d'entraînement. C'est bien évidemment peine perdue, parce que si on veut faire ça, il faut réentraîner la totalité du modèle, ce que ces industriels ne souhaitent pas faire. Donc c'est un peu voilà l'état de fait dont je parlais tout à l'heure, sur lequel aujourd'hui il y a quelques difficultés, quelques frictions.
C'est un peu comme la finance, hein, c'est un peu sauvage dans certains cas. Les LLM vont être excellents pour faire de la summarisation et tout simplement avoir une approche assez générale. Il y a certains articles qui sont sortis récemment comment dire, qui établissent que les LLM, dans le cas de ChatGPT par exemple, dans 60% des cas, va être euh, inaccurate, il ne va pas être précis, il ne va pas apporter une réponse précise. Ça ne veut pas dire que la réponse sera fausse, mais ça veut dire qu'elle va être incomplète. Donc c'est très bien effectivement pour des tâches qui sont peu exigeantes, pour des sujets de découverte. Mais une fois qu'on est sur des sujets, comme vous pouvez le deviner ici dans le cadre médical, eh bien, il va montrer très vite ses limites et également, il va se montrer également dangereux dans le cadre, par exemple, notamment d'un développement clinique. Donc, ils vont manquer des informations clés sur des tâches très spécifiques et donc ça va nécessiter forcément l'assistance de l'humain et la complémentarité de d'autres modèles qui ont pour tâche de résoudre la problématique qu'on cible. Pourquoi c'est important? Parce que évidemment, ça peut générer des risques sérieux, non seulement pour le développement clinique, mais aussi pour vous, pour n'importe qui. C'est un peu, on qualifie ça aujourd'hui dans le domaine de l'IA, hein, une secondaire de post-vérité, où l'intelligence artificielle apporte de l'information qui est considérée comme juste, comme vraie et comme véridique, où il y a une véracité, c'est-à-dire une volonté à dire le vrai, qui est fort peu remise en question. On va avoir les ensemble models. Les ensemble models, ça va être des modèles qui vont être entraînés avec de la donnée qui va être beaucoup plus précise, sur lesquels on va avoir un accès qui va être beaucoup plus maîtrisé, sur lesquels on va pouvoir construire des partenariats avec des industriels, avec des institutions, avec des individus qui ont accès à des databases qui sont parfaitement identifiées, avec une intention prédéfinie en matière d'applicatif, ce qui n'est pas le cas des LLM. On va avoir un applicatif qui va être large, euh, comme son nom l'indique dans son sigle. Donc là, on va créer des petits modèles d'IA très précis, avec un scope très précis, afin d'arriver à des prédictions qui dépassent 95% de précision. Pour notre cas, en matière scientifique, 90% est globalement acceptable dans beaucoup d'industries. Et donc, ces modèles-là, ils sont très intéressants parce qu'ils vont avoir un impact immédiat, une valeur ajoutée reconnue par le client et par les industriels immédiates également. Et donc, ils vont vous permettre d'évoluer de manière sécurisée dans votre industrie. C'est ceux qui vont vous permettre de pouvoir également continuer comment dire, à voir votre crédibilité grandir, là où les LLM vont vous mettre dans une situation où votre crédibilité va être constamment challengée. Également, donc, pour finir, sur ce petit tour d'horizon, nous avons les LCM, donc Large Concept Model. Les Large Concept Model, comme je vous le disais, du coup, sont des modèles, c'est un modèle actuellement qui a été publié par Meta en décembre de l'année dernière et qui permet de comprendre les informations comme les humains les comprennent, c'est-à-dire en termes de concept et non pas en termes de mot à mot. Une IA va comprendre aujourd'hui l'information en interprétant les mots les uns après les autres et ensuite additionner l'ensemble. Ce qui va être différent, excusez-moi, hop, merci. Ce qui va être différent avec les LCM, c'est que eux, ils vont comprendre les phrases en entière et ensuite, au-dessus de ces phrases-là, ajouter ce qu'on appelle un vecteur qui va, lui, être interprété directement. Et donc, ça permet d'avoir une compréhension conceptuelle des phrases ou des textes, là où les autres modèles vont avoir une compréhension qui va être linéaire. Et donc, typiquement, en fait, c'est comme ça qu'un humain réfléchit. Il va réfléchir en concept, en idée, il ne va pas réfléchir en mot à mot. Normalement, si tout se passe bien, si vous réfléchissez comme ça, à mon avis, ça doit être une pathologie que je ne connais pas, mais normalement, vous réfléchissez en concept. Pourquoi c'est meilleur que certains autres modèles? C'est parce que ça permet de pouvoir réfléchir à la logique de l'information au sein du texte en sens large et connecter les informations entre elles afin de pouvoir progresser beaucoup plus rapidement dans ce qu'on appelle du reasoning. Et donc, c'est ça qui manque dans les LLM, c'est leur capacité à interconnecter les informations entre elles lorsqu'on arrive à un niveau de complexité important. Évidemment, quand vous êtes sur des applicatifs avec des industriels, avec de l'information qui vous servent, qui mettent entre vos mains pour pouvoir résoudre des problématiques clés,
eh bien, eux, de leur côté, ils ont des experts, quelle que soit l'industrie. Et si les modèles que vous utilisez ne sont pas capables, ne serait-ce que de créer les connexions que les experts ont, eux, tacitement en fait déjà en tête, bon, vous allez perdre votre temps. Et donc les LCM permettent de pouvoir directement arriver à ce niveau d'abstraction. Et en plus, ils sont multimodales, ça veut dire qu'ils peuvent travailler sur du texte, de l'image et de l'audio. Donc c'est très pratique. Cependant, ils ont une limitation importante. Hop, je vais directement jumper sur cette partie-là. Voilà. Alors, premièrement, excusez-moi, je vais revenir sur l'intérêt. Ils vont réfléchir en plein de langues différentes, donc ils ont accès directement à la compréhension de l'information en plus de 200 langues. Ils peuvent traiter l'information sur diverses catégories de tâches, un peu comme les LLM. Donc ça, ils récupèrent. Et ensuite, ils peuvent intégrer de manière dynamique hein, les connaissances à leur base, ce qui, dans le cas d'un LLM, nécessite une réannotation, nécessite un réentraînement. Là, on peut les intégrer de manière beaucoup plus dynamique. Donc, c'est quelque chose qui est assez organique. Donc là, on va arriver à quelque chose d'assez similaire, hein, comme je le disais tout à l'heure, à l'organicité de l'humain. Il va permettre de pouvoir créer des nouveaux liens, il va pouvoir permettre de détecter des patterns, et c'est là où on commence à voir apparaître l'intérêt d'utiliser ce modèle-là avec une autre technologie qu'on appelle des knowledge graphs. Donc, c'est de la représentation de l'information sous forme de graphes. Et en fait, dans les graphiques, en fait, il va créer des connexions entre différents éléments qui n'ont pas forcément de lien. Et ça, évidemment, dans le domaine clinique, c'est super intéressant parce que ben, tout simplement, par exemple, il va pouvoir identifier que pour un patient qui a tel comportement-là, ça amène au diagnostic de telle pathologie. Vous voyez. Ce qui, encore une fois, dans le cas d'un LLM, est beaucoup plus limité par sa lecture linéaire de l'information. Euh, voilà. Alors, par contre, il y a un point qui est extrêmement problématique par rapport à CLCM, c'est que l'information qui va transformer en concept, hein, donc il va prendre un texte long et va ensuite la transformer en concept, il va réduire ce texte ou va réduire ces éléments vecteurs, enfin ces éléments oui, textuels, quoi, en vecteurs qui va interpréter directement derrière, mais ces vecteurs-là, ils ont une longueur qui fait entre 10 et 20 tokens. Si je vous donne un exemple, c'est comme si je vous parlais voilà, d'un dossier très complexe sur, par exemple, je ne sais pas moi, de la physique nucléaire, hein, sur la réalisation aujourd'hui, il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus, de petites centrales nucléaires, extrêmement complexes, beaucoup de paramètres. Il n'y a pas besoin d'être physicien nucléaire, c'est pas mon cas pour comprendre que il est difficile de résumer cet élément-là. Un autre exemple, si vous croisez un physicien quantique et vous lui demandez qu'est-ce que la physique quantique, il va systématiquement vous répondre, bah, je vais t'expliquer, mais garde en tête que c'est exactement pas ce que je vais t'expliquer qui va être l'explication de la physique quantique. Ça nécessite beaucoup plus de travail et le niveau d'abstraction est très élevé. Eh bien, le LCM, en fait, il va réduire ces ensembles textuels à un simple vecteur entre 10 et 20 mots, en fait. Ce qui est bien insuffisant, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir reproduire et refléter la complexité de la réelle information. Il va, comme on appelle ici, over-simplifier et rater des informations. Bon, ça c'est très pratique pour les réseaux sociaux, c'est pour ça que Meta l'a fait. Parce que généralement on n'est pas très intelligent et pas très expansif sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, pour tout ce qui va être des applicatifs un peu plus poussés, bah, les LCM vont être insuffisants. Et donc voilà un peu la frontière de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'utilisation des données, comment on peut les opérationnaliser dans le cadre de certaines architectures. Vous avez ici un panachage des trois principales options. Vous savez certainement pas que vous utilisez, qu'on utilise même dans le cadre de cette réunion des Ensemble AI modèles ou des modèles réguliers qui font le travail directement, qui vont, par exemple, vous voyez pour le fond qui est derrière moi, qui est flouté, c'est un modèle d'IA qui le fait avec ce qu'on appelle de la stable diffusion. Mais on ne le sait pas, il a une tâche très précise, il le fait très bien. Pour les LLM, il n'a pas de tâche très précise et il va arriver à un plateau en termes d'efficacité. Pour les LCM, il a une tâche qui est assez large et qui est très prometteuse, mais qui pour le moment bah, nécessite encore un peu de travail pour pouvoir arriver au final. Donc voilà un peu pour la conclusion. Les limitations actuelles ne sont pas compliant avec la plupart des industries. Et concrètement, aujourd'hui, si vous voulez travailler un petit peu dans le domaine de l'IA,
eh bien voilà, faites très attention, ce sera mon message, aux limitations des LLM, des ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, enfin tous ceux-là qui sont basés sur la même architecture qui est Transformer, qui démontre voilà, un manque, un manque énorme, puisque par définition et par by design, comme on dit, hein, par la logique de conception, ils n'ont pas vocation à être exhaustifs, ils n'ont pas vocation à rapporter l'ensemble de l'information pour pouvoir dire le vrai. Ils doivent être, ils doivent avoir l'air, ils doivent être, excusez-moi, ils doivent répondre à une certaine véracité, c'est-à-dire qu'ils semblent dire le vrai, mais ils ne doivent pas être exhaustifs et ils ne doivent pas être précis. C'est un peu la logique du good enough en anglais, donc ça a l'air assez bien et ça nous convient bien. Euh, dans les études, c'est bien pour couvrir plein de niveaux, plein de sujets. Dans la réalité de l'industrie, de beaucoup de métiers, le good enough passe très difficilement et peut même être dangereux. Voici pour cette overview. Alors Alors, j'entends plus, j'entends. Ouais. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous vous remercions pour cette présentation. Désormais, nous allons passer aux questions, si vous en avez. Ah, Merci beaucoup, vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai deux questions. Déjà, est-ce que Grok, c'est un LCM ou LLM? Et deuxièmement, quid de la propriété intellectuelle des, des données, enfin des projets, des œuvres, des livres qu'on mettrait sur l'IA? Hmm. Grok est un LLM. Il se base sur l'architecture Transformer. Toutes les IA de type chat qui sont aujourd'hui accessibles en ligne et qui sont utilisées massivement vont être LLM. Et Grok, je crois que le dernier article qui est sorti, c'était hier ou avant-hier, on démontre que son niveau d'accuracy, donc de précision, ou plutôt de volonté à dire, dans 97% des cas, il est inaccurate. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir la capacité de dire que ce qu'il répond est faux, sous un certain angle. Encore une fois, il n'a pas vocation à être exhaustif ou à être suffisamment nuancé pour apporter une réponse qui soit exacte. Euh, Sauf si évidemment on lui demande combien font un plus un. Dans ce cas-là, il pourrait continuer à être inaccurate puisque si vous répond 2, il pourrait parfaitement vous répondre, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes dans le système euclidien ou dans un autre système? Ce qui peut être voilà, pas évident pour certaines personnes qui posent cette question-là. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, je ne suis pas spécialiste de ce domaine. Par contre, effectivement, je peux vous dire ce qui se passe, et j'ai commencé par là, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les datasets d'entraînement des modèles d'IA massifs donc évolue considérablement. On a des datasets d'entraînement avec des 651 milliards de paramètres. C'est monstrueux. Et donc, pour pouvoir aller repêcher l'information qui est propriétaire là-dedans, il faut s'accrocher. Et puis bon, il a été démontré que ben, globalement, en fait, Gemma 3 de Google, par exemple, s'est nourri ou Llama de Meta s'est nourri de bases de données, de livres propriétaires, d'auteurs massivement. Il y avait même les bases étaient trivialement appelées Book 1 et Book 2 pour ChatGPT. Et bien ça se passe au niveau du droit pour la compensation des auteurs au titre de cet entraînement. Mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de mesures qui impliquent le retrait de ces livres, des datasets d'entraînement, des modèles. Merci. Il y a d'autres questions? J'entends qu'il y a quelqu'un qui parle, mais j'entends pas s'il y a une question. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi, j'avais une question concernant la responsabilité juridique de l'IA. Par exemple, si le traitement qui est proposé aux patients concernant le cancer, enfin, vous avez évoqué le cancer, n'est pas exact, ou par exemple, si les échecs cliniques augmentent au lieu de diminuer, est-ce qu'il y a une responsabilité par rapport à ça, puisque c'est pas vraiment un humain, c'est un langage entraîné. Donc, voilà, je me demandais, pardon. Alors encore une fois, moi je suis pas juriste et je crois pas qu'il y ait la possibilité de sanctionner un modèle d'IA. Maintenant, ça dépend des technologies qui sont utilisées. Encore une fois, je pense que dans le domaine de la santé,
il y a peu de technologies qui proposent une réponse qui va être donnée et consommée immédiatement par exemple, un patient. Il y a systématiquement une personne qui va, un opérateur, par exemple dans la radiologie, on va avoir un radiologue derrière qui va regarder si la prédiction qu'a fait l'intelligence artificielle est juste ou pas juste. Et il y a aujourd'hui aucun traitement, on est encore très 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 loin de traitements qui vont être générés à partir d'intelligence artificielle et qui vont pas être testés ne serait-ce que sur de l'humain ou opérés. Enfin, on va avoir des operators, des cliniciens qui vont encadrer l'utilisation de ces modèles. Euh, les responsables aujourd'hui dans les contrats que nous on signe, c'est les consommateurs de la donnée. Il y a peut-être une responsabilité relativement à l'omission de certaines informations d'un ensemble qui pourrait porter préjudice au patient dans le cas où on a raté, l'IA a raté une source d'information, il a mal interprété, etc., etc. Et ces éléments, en fait, il faut qu'il y ait toujours un garde-fou derrière qui permette de pouvoir revenir, sortir de la boîte noire et revenir à la data source originelle. Dans le domaine de la clinique, donc celui qui me concerne, donc je peux en parler, il n'y a pas, à ma connaissance, de modèle d'intelligence artificielle qui soit utilisé à 100% et qui soit une boîte noire. Hein. C'est-à-dire qu'on est, de manière pour être compliant, hein, pour être compatible avec les autorités, il faut nécessairement qu'on puisse regarder sous le capot et qu'on puisse voir comment fonctionne le système et quelles sont les sources et comment il les a traitées. Il y a vraiment un gros garde-fou là-dessus, là-dessus, et c'est tant mieux. Voilà. On a le temps juste pour une dernière question. Vous m'entendez? Oui. Oui, j'aurais une question par rapport au règlement européen qui arrive sur justement pour encadrer l'intelligence artificielle, les données générées grâce à l'intelligence artificielle. Si j'ai bien compris, par exemple, dans le cadre de votre activité, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Et comment est-ce que vous allez intégrer dans votre domaine ce nouveau règlement qui, je pense notamment à la partie qui catégorise les IA et qui interdit la commercialisation, la mise en service d'une certaine catégorie d'IA qui peut justement influencer la prise de décision, étant donné qu'on ne sait pas encore où se trouvera la responsabilité en cas de conséquences négatives. Hmm. Alors, le AI Act qui a été donc qui est rentré en application, qui a commencé à rentrer en application à partir du mois de février de cette année pour les cas d'intelligence artificielle avec le niveau de criticité maximum. Et ensuite, ça va décroître. Enfin, ils vont descendre dans les classes d'intelligence artificielle avec le niveau de criticité le plus inférieur. Nous, notre technologie, elle arrive dans les niveaux de criticité les plus inférieurs. Plus on est proche du patient, plus on est proche de son traitement, plus on est proche de, par exemple, des dispositifs médicaux, des boîtiers d'injection d'insuline, des choses comme ça, plus le niveau de criticité va être important. Cependant, pour ces dispositifs-là, il y a déjà une réglementation, et c'est ça, avec ça, sur ça on est assez fort en France. Hein, avant mon intervention, on a rappelé l'existence de la loi informatique et liberté qui existait depuis 89, je crois, et qui, grosso modo, comprenait déjà toutes les mesures qui ont été intégrées dans la RGPD. On était déjà assez compliant. Eh bien, en fait, dans le domaine pharmaceutique, il y a déjà beaucoup de réglementations qui ont été enfin, qui ont été assez musclées, en fait, hein, remusclées pour les dispositifs médicaux, notamment, par exemple, dans le courant des 4 dernières années. Entre 2021 et 2023, il y a eu de nouveaux textes qui sont rentrés en vigueur pour améliorer la surveillance, la compliance, ce genre de choses. Euh, Assister à la prise de décision, étant donné que le système lui-même ne prend pas de décision, c'est considéré comme c'est considéré comme une intelligence artificielle qui n'a pas une criticité très élevée. Et
en gros, derrière, ce qui va s'analyser, ça va être comment le modèle a été entraîné, effectivement, tous les aspects propriétaires au niveau de la donnée, est-ce qu'il y a de l'anonymisation qui a été faite au niveau de la data, si elle provient de patients, et ça également, ça tombe sous le coup d'autres lois qui sont déjà en vigueur. Donc, moi, je suis pas très inquiet par rapport à cette AI Act. On a déjà eu la chance, l'opportunité de voir le texte quand il était en cours de rédaction en 2021. Et on avait déjà bien vu qu'il était déjà assez daté. À mon sens, hein, toute la communication qui est faite autour de ce texte-là est précisément ça, quoi. C'est de la communication. Pour ceux que ça inquiète, hein, c'est probablement ceux qui, déjà de base, n'étaient pas forcément très alignés avec des pratiques réglementaires légitimes. Voilà ma réponse globalement. On dit merci Romain Clément. Vous allez rester pour le reste de la conférence? Oui, je vais rester, je vais couper mon micro et ma vidéo, mais je vais rester. Bon, ben, super. Alors maintenant, je vais laisser la place à David Bossonneau, qui est le fondateur et CEO de iMyData. Dans le PDF, pas dans le PDF. Oui, sur la présentation. Aller sur la souris sur la présentation. Tu fais un clic d'abord et ensuite c'est la manette qui ensuite. Et ensuite, Bonjour à tous. David Lessuto, je suis fondateur de iMyData, un éditeur de logiciels, start-up basé à Sophia Antipolis et dans le Grand Est. Et donc en 2 mots, je vais juste dire rapidement ce qu'on fait, puis on va rentrer vraiment dans ce contexte de l'IA et de l'industrie. Donc, on a conçu une plateforme pour aider les industriels, notamment, à construire des produits data basés sur l'intelligence artificielle et à répondre à tout un tas de cas d'usage dans la vie quotidienne pour améliorer la performance de l'entreprise, optimiser les lignes de production à travers du low-code, de la data et de l'IA. Donc, globalement, en fait, on est une stack assez technique. À l'intérieur, c'est un genre de hub de données. On connecte toutes les données d'une entreprise, ERP, MES, IoT, peu importe d'où elle provient. On a des principes de low-code et des algorithmes IA, divers algorithmes sur lesquels, justement, on va pouvoir échanger. Donc, en quelques chiffres, l'IA, l'industrie, il faut savoir que demain, la production, ce que visent les entreprises, c'est plus 20% d'augmentation de la production, justement grâce à l'intelligence artificielle et toutes les optimisations que ça peut apporter. Pareil, d'ici 2028, 15% des décisions seront prises automatiquement par des algorithmes de l'IA qui sera installé, que ce soit sur des machines, que ce soit sur des postes de travail, de partout dans l'entreprise. 85%, c'est aussi la part d'amélioration dans les usines et à travers de systèmes. Et encore une fois, là-dessus, on parle beaucoup d'industrie 4.0, d'industrie 5.0. Derrière, voilà, c'est des algorithmes qui sont déployés. En termes d'investissement, c'est assez colossal. D'ici 2030, 4,6 trillions seront faits dans le domaine de l'industrie autour de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé, peut-être pas revenir sur la définition, mais très simplement, moi, je suis pas profil mathématique, je suis un profil assez technique, mais plutôt dans le cloud et l'expertise sur la data. Globalement, ce qu'on va faire avec l'IA, c'est que
dans une entreprise, il y a de plus en plus de données qui circulent. On ne parle pas de petites données, on parle des fois de milliards de données produites à la seconde, en temps réel. On le voit hein, dans notre vie quotidienne. C'est absolument ahurissant. Bien entendu, il faut un côté éthique, il faut se responsabiliser et savoir pourquoi on utilise toute cette donnée, est-ce qu'on a besoin de la produire. Mais concrètement, dans la vie d'une entreprise, ça permet d'améliorer beaucoup de choses, de comprendre et de fluidifier aussi les process et la performance. Et en fait, l'IA, elle va permettre d'aider au quotidien à prendre des décisions en regardant passer toute cette donnée à travers des algorithmes, de pouvoir aider, guider l'entreprise à prendre des décisions. Donc, si on parle un petit peu de domaine d'application et d'intervention, donc NLP, Natural Language Processing. Donc, en fait, on va utiliser le langage humain, on va interroger directement la machine et du coup, on n'a plus besoin d'expertise, de technicité, ce qui permet notamment, donc à travers, hein, aujourd'hui, on connaît tous ChatGPT et les LLM, de pouvoir discuter, par exemple, avec les données d'entreprise. Demain, je vais dire, je suis un opérateur, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout de mon smartphone, donne-moi les derniers chiffres de ma production d'hier, dis-moi finalement combien d'arrêts j'ai eu sur ma ligne de production sur mes 3 dernières semaines. Corrèle-moi ces informations à, par exemple, les équipes qui ont travaillé durant la période. Voilà, tout un tas d'informations qu'on va pouvoir, en langage naturel, accéder dans l'entreprise. Donc, les assistants virtuels, donc voilà, on en a parlé. Computer vision, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus pour de la qualité. On peut aller mettre des caméras, on peut mettre des vidéos, des flux en temps réel pour de la sécurité. Et encore une fois, il y a des IA qui vont aller interpréter tout ça, aider l'entreprise à prendre des décisions, remonter des alertes, etc. RPA, donc c'est Robot Process Automation. Donc, il se passe des choses dans mon entreprise. Par exemple, différents capteurs qui vont remonter des informations en temps réel. Des fois, on parle de ligne de production. On travaille avec ArcelorMittal. On va parler de plus de 5000 capteurs avec des données toutes les 20 millisecondes. Donc voilà, c'est énormément de données. Et pour prendre une décision éclairée là-dessus, ce n'est pas simple. Et en fait, finalement, il y a des opérateurs, des gens dont c'est le métier, ils vont comprendre des situations, ils vont labelliser les données au fur et à mesure, ils vont dire ça c'est une situation normale, ça c'est une situation qui sort de la normalité. Et puis les algorithmes vont apprendre et vont aider finalement l'humain à prendre la bonne décision. Donc smart robotique, tout ce qui est véhicule autonome, aujourd'hui, voilà, c'est énormément d'intelligence artificielle à l'intérieur. Pour revenir donc sur des cas d'usage dans l'industrie, on en a parlé un peu, mais souvent, ce qui revient aujourd'hui, c'est vraiment la partie production, qualité. Non, c'est pas grave. Et donc, on parle de flux. Donc, sur la partie production, forcément, moderniser mon outil, gagner en efficacité, je veux comprendre ce qui se passe, je veux analyser les données et moderniser, mieux capter, modéliser, piloter les données pour comprendre finalement les situations. Bien souvent, des fois, on a des cas d'usage, on récupère les données, donc c'est des data scientists, ils vont parler avec des experts métiers sur une ligne de production, donc il faut comprendre le métier de l'industriel. Est-ce qu'on est dans la chimie? Est-ce qu'on est sur du textile, sur de la fabrication? Est-ce qu'on est dans de la sidérurgie? Voilà, donc la pharmaceutique. Essayer de comprendre et puis après, essayer d'analyser des situations et au travers de la vulgarisation de données, donc que ce soit de dashboards, que ce soit des graphiques un peu plus poussés, de discuter avec les experts métiers pour comprendre et expliquer des situations. Et souvent, on se rend compte que les métiers disent « Ah non, je ne pensais pas que cette situation elle pouvait exister. Réellement, là, qu'est-ce que… » Et voilà, donc les data scientists, ils vont avoir ce travail de pouvoir faire parler la donnée, comprendre le métier pour essayer finalement d'encadrer des situations dans une industrie pour mieux piloter, pour mieux comprendre et améliorer la productivité. Donc, tout ce qui est maintenance, anticiper, faire de la maintenance prédictive, c'est des cas d'usage qu'on connaît bien. Donc, tout ce qui est anticiper les pannes, un arrêt sur une ligne de production en termes d'impact, ça peut être assez colossal. Tout ce qui est prédiction de contrôle, suivi de la qualité de mes produits, là-dessus, l'inspection visuelle est beaucoup utilisée. Par exemple, je fabrique des produits, je mets une caméra en sortie du produit, j'ai besoin de faire une photo de la surface
Et il y a une IA qui va travailler, qui va analyser l'image et qui va pouvoir, avec un niveau de qualité et de fiabilité, dire à 99,8%, je sais que le produit a été bien construit. Voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui assez faciles à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'algorithmes qui existent un peu sur étagère. Bien entendu, il y a un travail de customisation à pouvoir faire. Donc, pareil, optimiser la gestion des stocks, faire de la prédiction de vente. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un industriel, bien entendu, il produit des produits, il fabrique, c'est ce qu'il vend. Mais aujourd'hui, les industriels, ils ont besoin d'avoir de la performance à tous les niveaux, sur les parties sales, sur les parties marketing, sur les parties, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, la production, vraiment à tous les étages. Et c'est important de se dire, ben, il n'y a pas. Alors, il y a forcément des cas d'usage qui ont des ROI, des retours sur investissement plus importants. Et bien entendu, une entreprise, elle va essayer de les classer. Mais c'est vrai que le champ des possibles, notamment aujourd'hui, au travers d'algorithmes, donc j'en viens à l'IA générative, LLM, est capable d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de cas d'usage. Donc, l'IA générative, voilà, je vais passer assez rapidement. ChatGPT, donc voilà, il y a plusieurs concepts derrière. On l'a vu juste avant dans la présentation qui est extrêmement riche et informative. Ce qu'il faut voir dans le domaine d'application dans l'industrie, ben, c'est vrai qu'il y a cette notion de pouvoir créer. L'IA générative, elle va apprendre sur des datasets, sur des livres, sur des banques de vidéos, d'images, etc. Et elle va pouvoir aider à créer finalement des nouveaux produits, des nouveaux matériaux. Donc voilà, elle va pouvoir aider sur ces parties-là, elle va pouvoir aider dans l'optimisation des processus, dans la compréhension de ces processus, et notamment aussi de la maintenance prédictive. Alors c'est vrai que quand on parle de maintenance prédictive, souvent c'est des algorithmes plus classiques d'intelligence artificielle, mais le LLM peut avoir aussi des avantages. Des fois, c'est aussi couplé pour essayer de comprendre et d'aller plus vite dans la résolution de certains cas d'usage. On va cliquer sur la Rapidement, je vais passer sur 3 types de cas d'usage. Donc, des IA assez simples à base de règles, du machine learning, classe pareil, et IA générative. Pour vous donner un petit peu voilà, un cadre, essayer de comprendre ce qu'on peut arriver à faire. Donc, des choses assez simples à base de règles. Alors, donc on voit, il y a un seuil, finalement, il y a une température qui va dépasser, il y a une alerte. Alors, souvent, ça, les entreprises, qu'elles font, c'est elles programment le seuil, très simplement. Ce qu'on va apporter avec de l'IA, c'est que ben, finalement, ces situations, on prend un ensemble de données sur tout un historique, et puis on va labelliser, et puis la machine va comprendre toute seule que ben, finalement, à partir d'un certain niveau, elle va informer un utilisateur, elle va prendre une décision d'arrêter la machine de façon automatique. Pareil, sur des vibrations d'une machine, elle va apprendre sur des décisions humaines, et puis derrière, elle va l'aider à prendre des décisions plus éclairées. Même chose, des cycles de... par exemple, j'ai un cycle de production, on voit qu'il y a une déviation, le cycle il est plus grand, donc tout ça, voilà, c'est des choses assez faciles, on va dire, à mettre en œuvre. Si on va un peu plus loin, dans le machine learning, sur de la détection d'anomalies, je suis en train de fabriquer un produit, donc j'ai des capteurs qui me génèrent des données, des signaux, là en l'occurrence. Voilà comment ça se passe en général. Donc là, je prends les signaux. Donc on voit qu'il y a plein de signaux différents. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de réduire. Je fais une petite synthèse rapidement, comment ça se passe, des choses assez classiques. Réduction de dimension. Donc on va utiliser différents algorithmes qui vont nous permettre de comprendre un peu la nature des différents signaux et de les répartir. Ensuite, on va clusteriser pour identifier vraiment ces familles de signaux. Et dire, ben voilà, là, il y a un signal qui va s'occuper de la température, celui-là, peut-être de l'épaisseur du métal ou autre. Ensuite, donc voilà, on repositionne tous ces signaux, mais ce coup-ci, ils ont été identifiés un peu par des catégories. Et derrière, ensuite, on met en place une détection d'anomalies. Finalement, il y a une enveloppe, mon signal, ben finalement, il devrait être comme ça. Ben là, il y en a 2, 3 qui sont sortis. Il y a eu une situation anormale et je peux informer l'utilisateur sur cette situation. Au travers de l'IA générative, donc des cas d'usage aussi qui sont de plus en plus communs dans les industries.
ben, finalement, un industriel, il a beaucoup de données, il a ses bases de données où à l'intérieur, on a des données de machine, par exemple, mais il a aussi, par exemple, toutes des procédures RH, des informations, de la documentation de ses produits. Donc, en fait, on connecte toutes ces données. Derrière, après, on va mettre des prompteurs, des algorithmes LLM, peu importe lequel derrière, bien entendu, il faut tester quel est le plus pertinent dans le contexte de l'industriel. Mais du coup, je vais écrire mon information, voire même ça peut être, sur moi, finalement, une courbe de ma prédiction de vente, très simplement. Donc voilà, le LLM, il va transformer ça en requête, et puis derrière, il va savoir aller chercher les données, et puis projeter finalement un résultat directement par l'utilisateur, sans qu'on ait besoin de construire un dashboard, piloter l'information, etc. Voilà. C'est vraiment un accès très simplifié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'usage aussi, où, par exemple, sur de la maintenance, pour rédiger un rapport, ben voilà, pour rédiger un rapport, ben il va se connecter à la base d'informations, il sait ce qui s'est passé, par exemple, dans la semaine, et puis il va pouvoir dire, décris-moi les 3 interventions qu'il y a eu sur la dernière semaine, mets-moi-les dans l'ordre, enfin voilà, va chercher les données, et tout ça, du coup, on a des rapports beaucoup plus on va dire, performant dans l'usage de demain de ce que pourrait faire l'entreprise. Alors là, voilà, j'ai donné un peu quelques exemples de cas d'usage, mais c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que la mise en cas d'usage, ça peut être complexe. Alors souvent, les entreprises, elles sont, bon, on va faire un concept, on va assez vite, on va donner les données à un data scientist, il va se débrouiller avec et il va nous sortir un algorithme. Donc, ce qu'il faut voir dans la réalité, c'est qu'il y a des méthodologies à mettre en place. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un industriel, il va faire un cas d'usage, mais derrière, on voit bien qu'il y a une infinie de cas d'usage. Et pour ça, il faut arriver à capitaliser sur les cas d'usage pour pas finalement arriver dans une situation, on a fait travailler des gens, ça a pris 6 mois, ça a pris 8 mois, les résultats ne sont pas conformes à ce qu'on attendait. Donc, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est se donner toutes les chances possibles de faire le cas d'usage, d'aborder la problématique dans les meilleures conditions. Et là-dessus, donc, par exemple, un peu des principes qu'on va suivre, c'est vraiment comprendre et définir. C'est important que le data scientist, le data analyst comprennent bien la problématique, qu'on n'aille pas trop vite sur le cas d'usage, sur les données, sur quel type d'algorithme, etc. Voilà, il faut arriver à prendre le temps de comprendre la partie business et métier. Après, la partie data, c'est important aussi. Souvent, on fait des exports. En fait, on ne se pose pas la question. C'est quelque chose qui doit être résolu en temps réel. Est-ce que j'ai un historique suffisant de données? Parce que voilà, pour faire de la prédiction, si j'ai 2 mois de données, ça sera peut-être pas suffisant derrière pour prendre une décision. Fiabiliser et normaliser, bien souvent, les données, il faut peut-être les recontextualiser, il faut les cleaner, il faut les remettre dans on va dire, d'une façon qui vont pouvoir être alimenter des moteurs d'algorithmes de la bonne façon. Donc, il faut analyser, apprendre, il faut déployer le modèle, il faut enrichir, améliorer. Voilà, c'est finalement beaucoup d'étapes et il ne faut pas les oublier. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si on veut vraiment capitaliser, aller plus vite, et c'est ce que veulent les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, elles veulent déployer une feuille de route sur l'IA. Elles ne veulent pas juste faire un calculage. Bien entendu, c'est important de faire du step by step, d'avoir des réussites. Donc, j'ai envie, voilà, on va prendre un cas d'usage, on va montrer que ça fonctionne. Mais ce qu'il faut surtout, c'est se projeter. Voilà, aujourd'hui, l'IA, de plus en plus, on l'a vu, elle sera présente dans notre quotidien et c'est pareil dans les entreprises. Donc, il faut arriver à mettre un peu en place une gouvernance. Donc, peut-être pas au début, hein, mais voilà, très rapidement se poser ces questions pour pouvoir se donner vraiment tous les leviers, on va dire, de réussite dans la mise en œuvre de ces cas d'usage et pouvoir capitaliser d'un cas d'usage sur l'autre. Parce que voilà, il n'y a rien de pire que de repartir d'une feuille blanche à chaque cas d'usage que j'ai envie de faire. Donc voilà, au fur et à mesure, on met les bonnes méthodologies, on met les bons outils en place et on vient construire pour pouvoir demain, finalement, faire X cas d'usage durant une année. On a des entreprises qui veulent, OK, on va en faire un cette année. Ça a bien fonctionné, super, on va en faire 3 cette. Et en réalité, si on met ce genre de pratique en place assez vite, on va embarquer l'entreprise, on va lui montrer que sur le premier, ça marche, que les retours sont là. Et puis finalement, les gens vont s'approprier la démarche et vont être demandeuses dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment voilà, important, l'existant, les leviers d'accélération qu'on va pouvoir donner. Est-ce qu'il y a une stack à prendre en compte? Est-ce que voilà, il y a des algorithmes particuliers? Et puis voilà, l'organisation, la vulgarisation dans l'entreprise.
Un point, voilà, juste un point, la priorisation des cas d'usage. Voilà, on démarre l'entreprise, la première chose que, bon, ben, je veux ça. Peut-être que c'est pas le bon cas d'usage, peut-être que le ROI, il n'est pas intéressant, peut-être que les données ne sont pas là. Donc voilà, c'est important de pouvoir, et ça fait partie de la gouvernance, de pouvoir prioriser les cas d'usage en fonction de l'enjeu pour l'entreprise. Voilà, c'est primordial, c'est quelque chose de phare dans l'innovation qu'on veut faire, mais aussi dans la faisabilité du cas d'usage. Et pour finir, voilà des exemples assez simples et parlants. Par exemple, et c'est voilà le cas dans l'industrie, mais pas que. Hein. Aujourd'hui, ce genre de problématique qui touche un peu toutes les entreprises, bah, très simplement, pour de l'amélioration opérationnelle, tous les jours, je reçois 300 bons de commande de mes clients. Et en fait, je les reçois par mail et j'ai une personne qui va aller les renseigner dans mon ERP, dans mon outil de gestion de l'entreprise. Ben, très simplement, en fait, on est capable d'aller récupérer toutes ces informations. C'est un PDF, c'est directement dans un mail. Au final, peu importe, il y a de l'OCR. Alors là, on ne parle même pas d'IA. Alors, bien entendu, il y a des mécanismes assez puissants derrière, mais ça pourrait être fait aussi au travers de LLM. Voilà, aujourd'hui, on sait très bien que ça marche bien. On envoie ça dans un LLM. Redonne-moi les données de facture du client, etc. Donc voilà, on prend toutes ces données. Voilà, un peu d'IA générative. Derrière, on a les données qu'on va digitaliser, qu'on envoie directement, automatiquement dans l'outil de l'entreprise. De la même façon, ici, on parle d'un cas d'usage sur ArcelorMittal, sur la détection d'anomalies. Alors, ce qui est rigolo, en fait, sur ce cas, c'est que ce qu'ils voulaient, c'était, voilà, en fait, ils avaient découvert le problème, mais ils avaient découvert 4 jours avant la panne. Après coup, d'accord, c'était un challenge. Et en fait, ce qu'on a démontré là-dessus, c'est même pas vraiment de l'algorithme, c'est que très simplement, quand on superposait les signaux, 1 mois et demi avant, on se rendait compte que ben, du coup, on avait, par exemple, là, sur ce signal de production, ben, 99% des signaux étaient assez proches d'une enveloppe, et on avait 1% de cycles qui sont des cycles manuels, où là, il y a quelqu'un qui intervient vraiment sur la machine, ce qui est assez logique. Par contre, 1 mois et demi avant la panne, hein, notamment, on était à 54% des cycles cohérents versus 46% des cycles où il y avait de la défaillance. Mais ça, c'est un vérin qui avait une fuite d'huile et qui, petit à petit, a perdu de la puissance. Voilà. Et là, on n'a pas finalement d'algorithme compliqué. Voilà, c'est des choses assez simples. Et c'est quelque chose qui, quand c'est mis en œuvre de la bonne façon, ben voilà, très simplement, sur une ligne de production, un arrêt de production, ça peut coûter très, très cher. Et ce genre de mécanisme, aujourd'hui, permet de détecter, d'anticiper ce genre de panne. Donc voilà un peu un overview sur un peu ce qu'on fait, les problématiques qu'on rencontre de façon régulière dans l'industrie. Je vous remercie pour cette présentation. Si vous avez des questions, on en a une juste là. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. En supply chain, en blockchain supply chain, on parle souvent de l'idée de remplacer les oracles tiers de confiance par l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, là-dessus, encore une fois, voilà, ça s'étudie. Réellement, enfin voilà, c'est vraiment du cas par cas. Il faut essayer de voir qu'est-ce que ça peut apporter là-dessus. Et après, pourquoi pas, réellement, aujourd'hui, de plus en plus, l'IA vient remplacer ce genre de mécanisme. Merci. Il y a d'autres questions, Laura? Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question. En fait, l'IA, c'est un sujet qui est nouveau. Et je voulais savoir comment faire face à la réticence des différents acteurs de l'industrie, donc de l'opérateur au PDG et à l'utilisation de l'IA, et comment du coup les accompagner dans cette transition. Alors, c'est une bonne question et c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, un industriel, pour faire le pas,
Donc, tout ce qui est IA génératif, ChatGPT, tout cet engouement autour de tout ça, alors c'est vrai que c'est vraiment un moteur. Pourquoi? Parce que les entreprises, alors des fois, ça peut créer des frustrations parce que le contexte, les algorithmes ne sont pas forcément les mêmes. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde se pose la question et a envie d'avancer. Voilà, on voit bien dans les investissements. Donc déjà, les entreprises, en termes de direction, elles veulent y aller. Voilà, donc ça, c'est un fait. Maintenant, quand on parle d'un grand groupe, comment on y va? Comment on fait pour embarquer? Parce que réellement, l'opérateur, le technicien, les métiers, ils ont beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que c'est un travail un peu quotidien. Il faut pouvoir, souvent, il y a un décalage dans la compréhension de ce qu'amènerait l'IA dans leur quotidien. Ben, il faut le faire step by step. Il faut pouvoir le démontrer et après, essayer de trouver les cas d'usage où ça marche bien et embarquer ces métiers pour qu'ils soient finalement eux-mêmes ambassadeurs de la démarche. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui est fait aussi au travers de la gouvernance. On va vraiment vulgariser, on va mettre en place des process. Bien souvent, le métier, des fois, il y a une idée et puis le temps que ça se mette en place, c'est trop long. En fait, les équipes, et le temps de réactivité, des fois, c'est eux qui ont des problématiques de production et ça passe avant tout. Donc voilà, donc c'est important de dialoguer, d'essayer de se poser une feuille de route, d'arriver à trouver le bon calendrier pour le faire, avoir un maximum de visibilité quand on met ce genre de process en place dans l'entreprise et vraiment chercher ces ambassadeurs qui sont les gens du métier, qui vont être les premiers à expérimenter et qui vont pouvoir ensuite divulguer ces bonnes pratiques à leurs collègues pour que derrière ça se fasse tout seul. On le fait voilà, dans différents grands comptes et réellement ça marche bien. En fait, quand on arrive à embarquer les bonnes personnes et que c'est eux qui communiquent sur les résultats et sur comment ça a transformé au niveau de leurs équipes le travail quotidien, ça marche super bien. Nous vous remercions encore une fois pour cette Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir notre dernier représentant de la journée, qui est intégrateur d'IA, et qui nous parlera de comment organiser les systèmes d'information et les bases de données en industrie. Donc, bonjour à tous. J'ai la lourde charge d'essayer de vous tenir éveillés jusqu'à la fin, parce qu'après, on va faire un petit truc dînatoire apparemment, un déjeunatoire. Donc, moi, je suis Guillaume Roufiac, donc je suis fondateur de Verven Consulting. Je vais appuyer pour vous montrer. Donc, ouais, j'ai fait une belle photo avec de l'IA ici. Donc, j'ai un passé industriel. J'ai travaillé dans différentes entreprises à différents postes. Donc, j'ai commencé par la maintenance. Alors, ça, c'est pas moi, mais c'est ce que je fais quand je m'amuse encore le week-end à souder et à travailler le métal. Donc, Verven Consulting, bon, j'ai un petit palmarès. J'ai gagné quelques awards sur des applications de maintenance prédictive, sur des déploiements de solutions 4.0 dans des usines. J'ai un profil de biologiste à la base. J'ai fait des études de génie bio et puis ensuite j'ai travaillé, enfin je suis ingénieur maître en génie des procédés industriels et j'ai fait un master en économie et gestion des entreprises, tout ça en même temps parce que je m'ennuyais et je bossais à côté. Je suis issu d'un milieu assez populaire, donc ce qui s'est passé juste après derrière mes études, c'est que j'ai commencé en tant qu'ouvrier dans l'agroalimentaire, un peu partout, même dans le bâtiment. Et j'ai gravi les échelons de l'industrie en travaillant de mes mains d'abord, et puis de ma tête aussi, en essayant de comprendre les métiers. Et aujourd'hui, je suis là, en fait, en tant que fondateur de Verven Consulting. Donc, Verven Consulting, c'est un cabinet qui œuvre à l'excellence opérationnelle dans l'industrie et la logistique. Donc, on s'est donné comme mission de contribuer à la réindustrialisation de la France. C'est un vaste truc, donc on essaie de voir loin, mais on essaie d'orienter un peu toutes nos actions là-dedans. On fait de l'audit, du conseil. On va aller auditer les entreprises industrielles et logistiques. On les conseille sur des roadmaps qui peuvent être des roadmaps soit de digitalisation, soit d'investissement, soit de réorganisation. On fait de la gestion de projet, également de l'intégration et du lean. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, faire du consulting, c'est très facile. On donne des conseils. Et si on donne des conseils qui peuvent être applicables, c'est un peu dommage. Et comme j'aime bien avoir les mains dedans, je me suis entouré de personnes qui aiment bien avoir les mains dedans. Et l'objectif, c'est de conseiller ce qu'on peut faire. Donc, on fait derrière et on aide les clients à prendre de l'autonomie sur les projets. Donc, on est intégrateur également.
Et après, ben, on a toujours le plaisir, comme on veut contribuer à la réindustrialisation française, de prendre la parole sur ce genre d'événements. Donc, on organise très régulièrement des conférences. Donc, moi, j'en donne une dizaine par an. Et je suis toujours très content quand vous m'invitez à la vôtre pour parler, même si aujourd'hui, j'aurais préféré que ce soit Manon, parce qu'on est quand même beaucoup de garçons dans l'industrie, et Manon a un profil très intéressant, mais elle n'est pas disponible aujourd'hui. Voilà, donc Vervel Consulting, une histoire qui a démarré en 2023. Aujourd'hui, j'ai réussi à agréger 9 consultants qui ont des profils différents. Donc, des personnes qui sont spécialisées dans l'IA, d'autres vraiment dans l'industrie, la partie Lean, de l'informatique, de la supply chain, et on a de la cybersécurité également. On a des partenariats avec des entreprises, donc ça m'arrive de bosser avec David. C'est pour ça que vous avez vu, on s'est fait la bise en entrant. Je bosse avec des solutions françaises et souveraines aussi d'industrie, d'IA. La souveraineté numérique est importante pour nous. On pousse ça dans chacune de nos actions parce qu'on a vraiment cette volonté d'avoir de la souveraineté pour nos clients. Et c'est demandé par nos clients également. On a des HappyWay qui travaillent sur la partie hébergement. Et après, j'ai une autre entreprise à côté où on travaille sur de l'automatisation et de l'IA, où on développe des solutions pour les entreprises industrielles, mais pas que. Connect 3S, c'est des spécialistes de la cybersécurité, parce que comme on essaie d'avoir des choses souveraines, hébergées correctement, de temps en temps, on leur demande à nos pirates gentils de venir attaquer nos systèmes et de regarder un peu là où il y a des failles pour améliorer le tout. Voilà. Donc, on a des gentils pirates avec nous. Le sujet m'a plu. Et je me suis dit que je n'allais pas rentrer dans de l'IA ou dans ce genre de choses parce que collecter et exploiter les données, ça commence par la collecte. Et la collecte, en fait, c'est un sujet important. Il faut savoir où aller chercher les données. Et il y en a plein dans l'industrie. Et c'est important de comprendre d'où vient la donnée pour pouvoir faire après de belles choses avec iMyData, notamment sur de l'IA. Donc, voilà, je vous ai fait une petite slide que les étudiants reconnaîtront et que j'ai un peu mixée pour vous montrer en fait que dans l'industrie, on a la chance d'avoir plus de 60 ans de collecte de données. Depuis les années 70, on commence avec l'électronique et avec l'informatique à récupérer de la donnée informatique. Donc cette donnée, elle est diverse, elle vient de différents systèmes, elle est complètement sur plein de langages différents, des langages des fois très anciens, et on a des bases de données qui sont très conséquentes. Donc, si on se pose la question du dataset et de la notion de propriété en fait, des données, ce qui est vraiment cool dans l'industrie, c'est qu'on a des datasets privés qui sont disponibles et qui sont exploitables avec des quantités de données phénoménales. Je parlais de 20 millisecondes, les capteurs qui prennent 20 millisecondes, avec une fréquence de 20 millisecondes. Moi, j'ai vu des applications avec Schneider Electric où on descendait à 3-4 millisecondes. Donc, vous imaginez, quand on a plus de 10 000 capteurs qui prennent une information toutes les 3 millisecondes, c'est conséquent, quoi. Donc, il y a énormément de données. Et on a également énormément de métiers. Et ça, c'est intéressant à voir. En fait, c'est vrai que les industries, ce sont des entreprises comme les autres, avec des données spécifiques, avec des métiers spécifiques, comme des métiers de la production. Mais on a des responsables maintenance, des responsables logistiques, des responsables qualité. Et donc, la donnée est au service de différents acteurs qui ont différents langages, différentes cultures, et je me suis noté ici quelque chose, avec des freins culturels aussi. Donc, on reviendra à ça tout à l'heure, mais selon les personnes, en fait, on n'attend pas le même niveau de données et pour pouvoir décider ce qu'on va faire. Alors, l'industrie, ça a comme particularité de nécessiter des gros investissements. Quand on achète une énorme machine industrielle, on sait qu'on va l'amortir sur une dizaine d'années. On sait qu'on va être bon au bout de 15 ans parce qu'on aura acquis un savoir-faire dans l'usine. Et donc, il y a des enjeux financiers importants. Vu qu'il y a des enjeux financiers importants d'investissement et qu'en plus, il y a des coûts de fonctionnement importants parce que ce sont des flux où on rentre des matières premières et il ressort des produits finis, que ça peut être du multisite, en fait, les industriels ont comme leitmotiv, comme marotte, comme vraiment habitude d'essayer de piloter plus que de contrôler ce qui se passe dans les usines. Donc, le rêve des industriels, en fait, c'est de pouvoir piloter leur usine, piloter leur chaîne de production pour pouvoir créer de la valeur. Ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'usines, en fait, c'est qu'on est beaucoup dans le contrôle et pas tellement dans le pilotage. C'est-à-dire qu'on va regarder dans le rétroviseur et on va essayer de prendre des décisions pour le futur. Et donc là, je vais vous faire un petit peu une liste
les différentes données, et après on viendra sur les bonnes pratiques de collecte pour comprendre comment piloter la performance plutôt que de contrôler la performance. Donc les données sont parfois en temps réel. Donc ça, c'est important à comprendre, et c'est là-dessus où on peut avoir de grosses problématiques. Quand on est sur une chaîne de production, effectivement, on a des données qui tombent toutes les secondes. Ça peut être un capteur de température, d'humidité, ça peut être un compteur. Donc ça, c'est des données qui sont en temps réel. Les technologies temps réel ne sont pas forcément compatibles avec les systèmes SI classiques. Donc c'est important, parce que quand on collecte de la donnée à très très grande fréquence, en fait, les bases de données classiques de l'industrie, enfin les classiques de l'informatique, on peut les mettre en PLS. Pour être très simple. Donc il y a des données spécifiques, il y a des formats de données spécifiques pour la partie terrain. Ensuite, quand on remonte un petit peu dans les couches de gestion, il y a des données agrégées, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble de ces données, on en fait un extrait, on fait un petit rapport, et puis ça permet de valider une production et puis de définir en fait une performance d'un processus. Il y a également des données externes. Donc, les données externes, c'est effectivement un industriel produit pour pouvoir vendre. Engager une production, c'est acheter des matières, c'est engager des frais et engager en fait de la main-d'œuvre. On a, depuis les années 80, changé le prisme de l'industrie avec le lean manufacturing, où en fait on écoute le customer, on écoute le client, on écoute le marché, et on essaie de tendre de plus en plus sur des flux tirés. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de la souplesse sur des équipements qui sont énormes, en écoutant les besoins clients. Donc la donnée externe, c'est vraiment quelque chose de très central dans l'industrie, et on a tendance à l'oublier. Il y a une grosse hétérogénéité et plein d'utilisateurs différents. Donc, comment on peut gérer la puissance et les serveurs de stockage des données? Donc, il y a la notion de stockage, mais également la puissance de comment on va traiter la donnée. Donc, il y a un pragmatisme industriel qui s'est installé avec un certain nombre de bonnes pratiques. On peut appeler l'urbanisation IT industrielle. Donc, pour faire simple, on a des machines. Ça, c'est classique dans l'industrie. Donc, les machines sur lesquelles on va mettre des capteurs IoT. Capteurs IoT, on les appelle, parce qu'ils sont industriels. Donc là, on va aller capter des données. On va aller se brancher en fait sur les automates. C'est ce qu'on appelle l'OT, Operational Technology. Le edge computing, c'est vraiment une grande tendance en ce moment. C'est-à-dire qu'on va aller mettre des petits ordinateurs sur place, sur la chaîne de production, et on va aller lancer des algorithmes qui vont permettre de mieux piloter. Donc, l'IA, là-dedans, sur du edge computing, ça fonctionne. D'accord? On a fait des tests aussi avec des Raspberry Pi. C'est-à-dire qu'on peut mettre des petites Raspberry Pi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais j'en ai pas pris sur moi, mais c'est un ordinateur de taille cartouche de cigarette, enfin, grosso modo, c'est à la taille d'un paquet de cigarettes. Et c'est un petit ordinateur, en fait, qui n'est pas très puissant, mais ça permet de faire tourner des petits algorithmes et de récupérer des données. Donc, les industriels ont des ordinateurs durcis, mais l'objectif, c'est de capter la donnée sur la machine. Et il y a également les données saisies par les opérateurs. Et avec ces données, il faut qu'ils soient capables de gérer intelligemment ce qui se passe sur leur machine. Quand on remonte au niveau de l'atelier, le chef d'atelier, lui, qui est une autre personne, en fait, il a besoin de monitorer, il a besoin de superviser, il a besoin de savoir en fait où ça en est. Et puis, il a besoin aussi de lancer les OF, de lancer les ordres de fabrication. Donc, on a la couche qu'on appelle SCADA. Donc, dans cette couche-là, en fait, on va aller récupérer différentes lignes de production et puis on va avoir une vision en fait, de ce qui se passe dans l'usine, enfin, dans l'atelier. Puis, au niveau de l'usine, on a différents ateliers. Voilà. Et ces différents ateliers, on peut mettre en place un Manufacturing Execution System, c'est un MES, qui en fait, lui, a comme particularité d'être à la jonction entre l'informatique temps réel et l'informatique transactionnelle. Donc, c'est vraiment la couche qui va permettre de gérer, de récupérer les données qui viennent du terrain. On peut se brancher sur des plateformes IoT et brancher la plateforme IoT sur le MES. On va aller récupérer toutes ces données-là, enrichies, et on va pouvoir en fait gérer les stocks, faire les bonnes allocations, faire de la gestion du personnel, mettre les bonnes personnes aux bons endroits, faire de la planification. Tout ça, c'est sur la partie Manufacturing Execution System. À partir de là, on passe dans de l'informatique transactionnelle.
Et là, on est face en fait au service informatique de l'entreprise. Donc eux, leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer les données, uniquement celles qui les intéressent, pour pouvoir rendre des comptes en fait à la direction, grosso modo. C'est plus loin que ça, parce qu'il y a tous les aspects bureautiques, il y a les aspects ERP, il y a les aspects en fait qui sont métiers quand même, hein. Mais c'est à ce niveau-là en fait qu'on a les ERP et les data lakes qui eux sont des systèmes qui marchent en transactionnel. Donc en transactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait l'informatique ne va rien faire si vous lui donnez pas une information. C'est-à-dire que c'est comme à Las Vegas, on met la pièce, on tire et hop, on a une réponse. D'accord? Alors que le truc en temps réel, c'est comme le compteur de ta voiture. Tu pilotes ta machine. Quand tu accélères, tu vois ton compteur qui bouge. OK, puis en face, tu vois qu'il y a un chat. Il ne faut pas l'écraser, donc il faut mettre un coup de volant. Ça, c'est du temps réel. OK? Et là, on a des gens en fait, qui sont en col blanc. Ce plus des gens en col bleu. Et après, il y a la direction qui, elle, veut des tableaux de bord le plus possible en temps réel pour pouvoir piloter et puis avoir une vue globale en fait, de l'usine. Voilà. Donc tout ça, en fait, ça existe dans quasiment toutes les usines, ça existe. Et il y a un truc qui n'existe pas et qui est là, c'est le fait de cartographier tous les processus, de faire de la cybersécurité et d'avoir une continuité numérique entre tout ça. C'est vraiment ça, en fait, le travail aujourd'hui qu'on a, nous, dans les usines, c'est arriver à faire du lien entre ces différentes couches pour s'assurer, en fait, que la direction puisse avoir en temps réel les informations pour pouvoir piloter. Pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple, le responsable fabrication, lui, il fait un reporting toutes les semaines. OK, il récupère toutes les données de la semaine, il va faire un reporting, il va donner à ses directeurs, les directeurs, ils vont faire eux-mêmes un reporting tous les mois, et puis la direction, elle va avoir grosso modo le mois d'après, ce qui s'est passé le mois d'avant. OK? Donc, il pilote toujours en regardant dans le rétroviseur, en se disant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on regarde dans le rétroviseur, du point de vue management, il se passe un truc bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, là, je ne suis pas dans un processus où j'ai confiance aux gens, c'est-à-dire qu'on me remonte des données, mais qui me dit que c'est la vérité? Parce qu'à chaque fois, j'ai qu'une couche. Donc, on est dans le contrôle. C'est-à-dire que de temps en temps, on va aller vérifier les données, on va aller demander aux gens des comptes, et on va demander des explications. OK? Parce qu'on se dit que peut-être, sur une couche, il y a quelqu'un qui a embelli les choses, et ça arrive. Alors que si on crée ce continuum, cette continuité numérique, ben, en fait, les données elles remontent. Donc, on n'a pas à être dans la... On n'a pas à être dans... On peut être en confiance, en fait, sur les données. Et là, du coup, on passe au pilotage. Donc, vraiment, l'objectif, en fait, de tout ça, c'est de passer du contrôle au pilotage pour pouvoir gérer en temps réel, avec un maximum d'informations, la trésorerie de la boîte. Vraiment, c'est ça, l'objectif. Donc, la donnée, si vous avez des usines avec des machines en fait, qui ne sont pas connectées sur les couches supérieures, l'objectif, en fait, c'est de créer ce continuum en essayant de remonter toutes les données dans un data lake spécialisé. Donc, il va y avoir des historiens, il va y avoir des data lakes, il va y avoir en fait des plateformes. Et l'objectif ultime, en fait, c'est de créer en fait, ce lien entre tout ça. Ça existe dans quelques usines françaises et c'est beau à voir parce que justement, ça change tout le management de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, le patron, quand lui, il a un problème, il a accès aux données et puis il peut voir c'est quoi le problème. Et quand il va voir les gens sur le terrain, il leur dit, voilà, j'ai vu que tu avais tel problème. Est-ce que tu peux m'en parler? La personne elle a accès à d'autres données et ça permet de faire les bons investissements, de prendre des bonnes décisions aussi, sans être dans la suspicion. Vraiment, c'est hyper important ça. Le pilotage temps réel, c'est vraiment ça qui est vraiment important. Donc, pour réussir une urbanisation de ce type, je vais vous donner quelques bonnes pratiques. L'importance d'avoir des équipes multidisciplinaires. Alors, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les industries, quand on demande aux mecs de l'IT de travailler sur quelque chose de la prod, ce n'est pas souvent sa priorité. C'est-à-dire qu'en fait, son taf à lui, souvent, c'est de faire des rapports, de faire des reportings, ou d'aider les commerciaux, ou d'aider le marketing, ou d'aider le juridique, ou d'aider la direction à avoir les bons indicateurs. Et lui, il n'a pas le temps. Et puis en plus, comme il est habitué à du Microsoft, à de l'ERP, il est habitué à du SAP, il est habitué à ce genre de choses,
Descendre sur les couches basses, ça lui demande en fait d'accéder à des technologies qu'il ne maîtrise pas. Ils sont souvent maîtrisés par des responsables maintenance ou qui sont responsables, enfin, qui sont plutôt des systèmes métiers en fait qui sont gérés soit par les qualiticiens, soit par la prod. Et du coup, il y a vraiment un truc culturel qui se passe, c'est qu'il y a l'école bleue d'un côté, il y a l'école blanche de l'autre. Et puis, quand on demande à l'IT de faire des projets sur le terrain, ça se passe mal. Et quand on demande en fait aux gens du terrain de faire des choses, ils disent ouais, mais moi je peux pas, ils mettent pas les gars informatiques. Et on se retrouve à avoir des gars qui bricolent des bases access, qui font des choses à peu près, qui mettent des Red Lion, qui récupèrent des trucs, mais qui ne lisent pas l'informatique. Et du coup, on se retrouve avec des failles de sécurité. Donc, vraiment, la bonne pratique que je vous donne, c'est créer des équipes multidisciplinaires et dites au DSI, s'il vous plaît, si vous lancez ce genre de projet, je ne vais pas te demander de travailler plus. L'objectif, c'est d'identifier dans chaque service la personne qui pourrait centraliser des choses, essayer des choses. Toi, tu lui donnes les bonnes pratiques. Et ensuite, quand c'est OK, tu le rentres dans ton standard. Et là, tu lances un projet en ayant une équipe pluridisciplinaire. Et vraiment, c'est comme ça qu'il faut expliquer. On ne va pas te demander de bosser plus, on ne va pas te demander d'avoir plus d'informaticiens. On va juste te demander d'avoir des référents sur le terrain et de travailler en mode projet avec eux en leur donnant en fait les bonnes pratiques et en les formant. Et c'est eux sur le terrain qui vont gérer les projets et toi, tu es juste en soutien. C'est vraiment la bonne pratique à avoir, c'est ça. Dire voilà, tu passes de 7 personnes pour un groupe de 1200 personnes à potentiellement 45 personnes parce que tu auras un gars à la qualité, tu auras un gars dans cette usine, tu auras un gars dans cette usine-là, tu auras un gars à la logistique qui va travailler sur les aspects sur les aspects données, sur les aspects informatiques. Cas d'usage par cas d'usage. Le principe de la donnée unique aussi, ça c'est horrible. De temps en temps, on a des systèmes qui se chevauchent et puis on a des données qui se contredisent. Donc, bien déterminer avec le DSI quelles données doivent être stockées où. Les données de prod doivent être en prod. D'accord? Les données en fait qualité doivent être dans les systèmes qualité. Les procédures et les instructions et les formations, ce n'est pas forcément au même endroit qu'on les met. Il faut décider quels sont les systèmes qui sont maîtres et s'y tenir. D'accord? La source d'information, c'est vraiment la priorité pour pas qu'il y ait d'incohérence. Mettre en place des data lakes centralisés. Donc, le data lake, en fait, c'est un endroit où on va aller mettre toutes les données avec les bases de données pour que les gens puissent savoir où aller récupérer les données quand ils en ont besoin. Donc, les centraliser et donner des accès avec du LLM éventuellement pour interroger plus facilement. Optimiser les processus de temps réel. Donc, ça, c'est quand on va sur la machine, travailler sur les automations, travailler sur l'IoT, mettre des petits ordinateurs qui vont centraliser les données. L'IoT, ça ne coûte pas bien cher. Des fois, on a des machines qui sont vieilles. En rajoutant des fois 3 capteurs, on arrive déjà à avoir suffisamment de données pour piloter. Le edge computing, c'est vraiment les choses qui sont vraiment importantes à mettre en place. Les petits ordinateurs industriels, ça change la vie. Et puis après, rentrer sur des projets plus grands, mais il faut déjà avoir des données, sinon ça ne sert à rien. Ne lancez pas un projet MES si vous n'avez pas déjà des données qui viennent du terrain. Les outils de visualisation, ça, David en a parlé tout à l'heure avec ArcelorMittal, mais c'est vraiment important. Des fois, on a des clients qui nous disent moi, je veux mettre de l'IA, je veux des trucs incroyables. Et des fois, on leur dit non, il suffit que tes données, tu les récupères, on les met en forme. Et en regardant tes données, déjà, tu as des indicateurs qui te permettent de piloter. D'accord? Le compteur de ta voiture qui te donne à quelle vitesse tu roules. À quelle vitesse tu roules, en fait, ils ne te disent pas, ils n'utilisent pas d'IA. Hein, grosso modo, ils regardent à quelle vitesse ton terreau. Quoi. Donc ça, c'est important. Et puis après, gestion des données massives. On va articuler tout ça. Il faut que j'accélère un petit peu. Voilà, il faut qu'on utilise l'utilisation des technologies de compression. Oui, si on a des milliards de données, essayer de compresser les choses proprement. Il y a des systèmes qui s'appellent Historia, notamment, qui permettent de compresser les données industrielles. Donc, c'est important. Voilà. Bon, sinon, je vous donne quelques tendances et après, j'ai fini. En 2025, on parle beaucoup d'IA hyper complexe, mais ce qui reste le plus utilisé dans l'industrie, c'est quand même les régressions linéaires. C'est-à-dire que pour faire de la maintenance prédictive, on a des fois juste besoin de comprendre comment les systèmes fonctionnent, de définir des data modèles, c'est-à-dire regarder comment les choses se comportent et voir ce qui est normal ou ce qui n'est pas. Le machine learning,
L'IA embarquée dans le edge computing, ça c'est vraiment important pour donner des alertes. Les AGV et les cobots, c'est tout ce qui permet de remplacer des personnes qui font des mouvements dans les usines. Dans les usages transverses, sur les parties plus documentaires, il y a tout ce qui est workflow. Donc, le workflow automation, ça, c'est vraiment important. C'est dessiner la façon dont les documents se baladent dans les usines. Parce que parfois, on a tendance à améliorer les lignes de production en se disant que c'est là qu'il y a des choses à gagner. Et en fait, on se rend compte qu'on produit plus vite et que les choses, elles attendent. Parce que on attend une validation du responsable qualité ou on attend une validation d'un responsable logistique quelconque ou une saisie dans un système. Et si on peut simplifier ces tâches administratives qui ralentissent et qui sont moins difficiles à automatiser, on peut le faire. Surtout que des fois, c'est des goulots d'étranglement qui génèrent des RPS chez les gens aussi, parce qu'elles sont hyper stressées. Voilà. Et après, les requêtes de base de données en langage naturel, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, le Edge IA, c'est hyper important. Et après, effectivement, il y a la blockchain sur la traçabilité et la sécurité des données industrielles. Je vous laisse ça. Constituer des équipes pluridisciplinaires, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. D'accord? Vous travaillez sur un entrepôt, prenez des magasiniers dans votre projet informatique. C'est vraiment important. Il faut des data analysts aussi, des data scientists, des gens qui connaissent la donnée, qui sont capables de la valoriser. Et après, des utilisateurs métiers, des chefs IT, chefs de projet informatique, des développeurs, mais équipe pluridisciplinaire, c'est vraiment ça la base. Voilà, moi j'ai fini, synthèse, conclusion, on va essayer d'aller vite. Donc, pour faire simple, on héberge la donnée pour la sécuriser, on stocke la donnée là où on en a besoin, pour ne pas transporter la donnée dans n'importe où. Donc, ligne de prod, on va sur du Edge, usine, MES et entreprise dans le cloud. On s'assure que la donnée est unique et qu'elle ne se contredit pas. Et après, équipe pluridisciplinaire, je l'ai dit 3 fois, donc ça va rentrer. Et je vous remercie. Je pense qu'on peut aller à l'apéro. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation riche en recommandations. Merci. Désormais, nous allons recueillir quelques questions avant. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question. On a parlé de données principalement. On a aussi parlé d'IA précédemment. Mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'il faut vraiment, c'est son mot vraiment, de l'IA pour traiter les données en tant que telles? Aujourd'hui, vous avez parlé d'équipes pluridisciplinaires. Je sens que c'est un peu ce qu'il faut retenir. Est-ce que l'IA est vraiment utile? Alors, non. Tu as raison. L'IA n'est pas nécessaire. C'est l'IA, en fait, a un intérêt si tu as énormément de données à traiter et que c'est des données qui sont c'est des données qui sont pas forcément simples à interpréter. Tu vois, si c'est un capteur, par exemple. Celui-là aussi. Si c'est un capteur, tu vois, où tu as énormément de données qui arrivent et qu'il suffit de faire des graphes pour comprendre ce qui se passe, pourquoi tu irais faire une IA? Si par contre, tu as 250 paramètres qui te permettent de comprendre un process et que tu ne sais pas d'où vient le problème, là, ouais, parce que ça va te faire des nœuds au cerveau. Tu vois. Donc, la question, c'est quel est le niveau de complexité? Demain, tu as des tickets, par exemple, sur des anomalies en qualité. Tu as une base documentaire avec, je ne sais pas moi, 5 ans de tickets. C'est que du texte. Ben ouais, là, ça vaut le coup d'utiliser un LLM, tu vois. Donc, si tu veux l'IA ou pas l'IA, ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. C'est est-ce que j'ai de la donnée? Est-ce qu'elle est exploitable directement? Si oui, il faut l'exploiter directement. Si ça nécessite en fait un traitement, est-ce que je peux utiliser des algorithmes simples de travail, tu vois, des régressions linéaires ou des choses comme ça? Si oui, tu fais ça. S'il faut investir dans de l'IA, tu investis dans de l'IA. Tu vois, moi, j'en vends beaucoup d'IA. Et la plupart du temps, je leur dis non, là, ça ne sert à rien d'en mettre. Il ne faut pas confondre l'algorithmie et la réorganisation du travail avec l'attrait marketing qu'on peut avoir sur l'IA. Donc, tu as raison, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la solution au problème, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en public? Une dernière question? Bonjour. Pour revenir sur cette continuité numérique industrielle,
Donc, on a la mise en place de différentes technologies, data center, etc. Ça a un coût. Est-ce que je voulais savoir comment évaluez-vous ce retour pour investissement sur le temps et si c'est bénéfique en fait d'investir? Alors, c'est la seule façon d'assurer, si tu veux, un ROI et de ne pas faire les choses n'importe comment, c'est de ne pas avoir des projets pharaoniques. C'est-à-dire qu'il faut travailler cas d'usage par cas d'usage. C'est-à-dire que très simplement, tu vas dans une usine, tu captes que leur problème, en fait, c'est le transport. Voilà, tu vois. Donc, tu sais que il y a 15% de leur chiffre d'affaires qui part sur des coûts de transport et que c'est le poste principal. Bah déjà, ça te donne une indication sur les cas d'usage qu'il faut prioriser. Du coup, c'est peut-être là-dessus où il faut travailler. Si c'est plutôt, tu vois, des problématiques de qualité ou des problématiques de formation, ça te donne aussi d'autres pistes. Et il faut travailler cas d'usage par cas d'usage en se posant. La matrice qu'a montré David est très valable. Hein. Tu vois, est-ce que c'est primordial pour l'entreprise? Est-ce que ça nécessite un grand investissement? Est-ce que la donnée est disponible et de qualité? Déjà, avec ces trois paramètres, tu peux lancer les projets. Mais chaque projet doit être... la conduite du changement, c'est des technologies qui ne sont pas anodines. Les gens ont peur de perdre leur poste. Donc, comme ils ont peur de perdre leur poste, il faut y aller doucement, quoi, et les impliquer dans le changement. Et après, tu vois, comme tout, hein, là, le traitement des bons de commande, sur les bons de commande, c'est que tu es au series et que tu traites en automatique. La consigne derrière, c'est de dire la personne qui fait ça, au lieu de saisir des bons de commande, elle peut appeler la personne, dire voilà, est-ce que je remarque que tu me commandes ça, mais tu ne me commandes pas ça. Pourquoi tu le commandes chez le fournisseur, chez le concurrent? Et tu essaies de faire de la vente additionnelle pour remettre, si tu veux, ces outils au service des humains. Et donc, travailler cas par cas et cas d'usage par cas d'usage. C'est la seule manière que tu auras d'avoir des vrais ROI que tu pourras mesurer. C'est OK? Bon. Encore une fois, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci Guillaume. Merci. Merci également à l'ensemble des intervenants, dont Romain Clément, s'il est toujours ici présent avec nous, d'avoir intervenu aujourd'hui et de nous avoir permis de mieux comprendre le sujet de la conférence. Nous avons pu comprendre comment collecter les données, comment les exploiter, et également comment et à quel moment est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment importante. Nous tenons également à remercier plusieurs personnes, dont Jackie Kraft, qui est directrice du GRISDAG, Olivier Bruno, le directeur de l'EUR-ELMI, Madame Cécile Cézanne, qui nous a aidés à construire et à mettre en œuvre, en fait, à réaliser cette conférence. Cécile Cézanne, qui est maîtresse de conférence, mais également directrice du Master Développement Industriel. Un grand merci. Nous tenons également à remercier l'ensemble des membres du COPIL qui ont validé le titre de la conférence, mais qui nous ont également accompagnés pour écrire le topo et même mettre en œuvre le programme. Donc, les membres du COPIL sont Barbara Moine, Patricia Desjou, Sylvie Rocchia et Laurence Aglietto. Merci. Nous avons également, j'ai également oublié de mentionner mes camarades de classe qui, sans eux, la conférence n'aurait pas pu avoir lieu. On a travaillé collectivement, en groupe, pour vous accueillir dans de bonnes conditions, mais également pour mettre en œuvre cette conférence et pour que votre accueil soit le plus agréable possible. Donc maintenant, nous déclarons la conférence. Les enquêtes. De quoi les enquêtes? Mais je n'ai pas fini. Je veux dire que nous déclarons l'édition 2025 de la conférence fermée et nous avons hâte de vous retrouver l'année prochaine, s'il y a une autre conférence. Il y en aura. Nous avons 2 points assez importants avant d'aller déjeuner, parce que je pense qu'on a tous faim. Et surtout qu'il y a un très bon buffet qui nous attend. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction et déposer la feuille à la sortie et également déposer les badges, car nous souhaitons les réutiliser pour d'autres événements. Voilà, et merci. Maintenant, nous invitons à déjeuner et aussi à networker et à discuter
sur les sujets qui ont été exprimés. Merci. Vous avez assuré.